Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce moment de rencontre, cet événement, ce webinaire dédié à l'attractivité des centres et aux dynamiques commerciales. Alors nous avons à ce stade voilà, déjà une série de connexions, mais je pense que d'autres personnes vont nous rejoindre au fur et à mesure. Je propose néanmoins de commencer à l'heure. Les gens prendront le train en route. On va de toute façon introduire un petit peu cette séance. Je me présente, je m'appelle Nicolas Rochet, je suis chargé de mission à la Maison de l'Urbanisme du Hainaut et ce webinaire est une action commune, une co-organisation des maisons de l'urbanisme, donc le réseau des maisons de l'urbanisme de Wallonie qui ont travaillé sur cette thématique commune en 2024. Et donc, ce webinaire est l'occasion de rendre compte un petit peu de l'état des réflexions qui ont été menées et dont on va évidemment parler ce matin. Alors, tout d'abord, un petit mot d'introduction. Donc, comme je vous le disais, une thématique commune qui a été soumise par le SPW, le Service public de Wallonie, aux différentes émus. Et donc ces questions qui nous ont été soumises, comment renforcer l'attractivité des espaces urbanisés et comment assurer l'accès à tous aux services, aux commerces, aux équipements de proximité dans une approche territoriale cohérente. Et donc il y a trois clés d'entrée qui ont été investiguées pour aborder ces questions, à savoir les logiques de localisation commerciale et leurs impacts au niveau territorial, les pratiques et les comportements. Donc, on va évidemment beaucoup travailler sur le terrain et sur concrètement comment ça se passe sur le terrain, en vue de dégager donc des aspects éclairants pour construire une stratégie territoriale. Donc, l'objectif, c'était effectivement de dégager des recommandations à produire pour les acteurs concernés par cette thématique des commerces. Et donc, vous voyez cette ligne du temps qui nous a occupé finalement quelques mois cette année en 2024, avec un point de départ qui est le webinaire qu'on a organisé le 13 juin, qui a été l'occasion d'aborder des constats, faire un diagnostic entre guillemets de la situation commerciale en Wallonie, aborder la question de la législation qui évolue et qui est dans l'actualité effectivement en 2024, avec aussi des éléments de contextualisation et donner la parole aux acteurs de terrain. Et donc, on a eu l'occasion d'entendre effectivement sur l'ensemble du territoire la diversité des acteurs, sur la diversité effectivement des situations qu'on peut rencontrer sur le territoire. Ensuite, le gros du travail des maisons de l'urbanisme a été d'organiser des ateliers dans la foulée donc de ce webinaire, et donc essentiellement en automne. Les différentes maisons de l'urbanisme ont pu travailler sur différentes thématiques, différentes approches, à savoir les dynamiques commerciales existantes, à savoir les différents contextes urbains, périurbains ou ruraux, ou la question du process et donc des procédures et de la concertation autour de ces questions de l'approche commerciale. Tout ceci pour arriver aujourd'hui à cette dernière étape de cette approche des maisons de l'urbanisme, ce fameux webinaire de clôture, entre guillemets, de la démarche, sur l'attractivité des centres et les dynamiques commerciales, où on va ensemble dégager les enseignements de ces différents ateliers organisés par les maisons de l'urbanisme. On va aussi voir ce qui se passe ailleurs, chez nos voisins, en Flandre et à Bruxelles, faire l'état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui en Wallonie. Et enfin, on va pouvoir aborder les conclusions et la mise en perspective. Vous dire aussi, dans ce petit mot d'introduction, que l'ensemble de la démarche a été accompagné par monsieur Bruno Bianchet, qui est chercheur CPDT, conférence permanente du développement territorial, au LEPUR, donc de l'ULG. Il est l'auteur de plusieurs études sur le volet commercial. Il est donc un spécialiste en la matière, entre guillemets, et il assiste les auteurs de bureaux d'études, les auteurs de projets, pardon, dans l'intégration du volet commercial dans l'aménagement du territoire, et donc il aura l'occasion d'exprimer aussi ces différents éléments de perspective.
Je vais maintenant rapidement parcourir avec vous le programme de la séance. J'espère que tout se passe bien et qu'on m'entend bien. Je pense que c'est le cas. Et donc, après ce petit mot d'introduction, je vais donner la parole aux différentes maisons de l'urbanisme qui vont finalement vous livrer les éléments d'enseignement suite aux ateliers concernant justement différentes thématiques. Les nouvelles pratiques commerçantes par Marie de Cellier de la Maison de l'Urbanisme Famenne-Ardennes, l'attractivité des lieux par Lorino Pépé des plus beaux villages de Wallonie, les aménagements des espaces et la gestion urbaine par Line François de la Maison de l'Urbanisme du Hainaut, la gestion immobilière, la question immobilière par Madame Bernadette Mérène de la Maison de l'Urbanisme de Liège, les outils de l'aménagement du territoire et d'urbanisme par Bénédicte Dawans de la Maison de l'Urbanisme du Brabant Wallon, et la question des acteurs de la gouvernance et du dialogue par Rachel Lebon de la Maison de l'Urbanisme de l'arrondissement de Philippeville. Donc, pendant 1 heure, on aura l'occasion effectivement d'entendre ces différentes interventions qui seront assez cadencées et je leur fais confiance pour respecter le timing qui leur a été gentiment imposé. Après ces différentes interventions, nous aurons l'occasion de faire une petite pause d'1 quart d'heure et puis nous reprendrons avec donc ces vues d'ailleurs, comme on l'a appelé, à savoir en région flamande, par le professeur Joris Beckers, qui nous présentera les politiques en matière de dynamique commerciale des petites villes et des communes, donc en région flamande. C'est une présentation qui se fera en néerlandais, avec un support PowerPoint qui est en français. Ensuite, nous aurons une intervention bruxelloise par Ingrid Evracht et Juan Vasquez, donc, qui nous présenteront les actions de la région bruxelloise en matière de planification commerciale et de suivi. Et nous aurons ensuite un échange sur la question de l'état des lieux en région wallonne, un dialogue entre un regard croisé donc entre Monsieur Édouard Libotte, fonctionnaire délégué au SPOE Territoire, et Xavier Mariage qui représente la Chambre des urbanistes de Belgique. Nous aurons ensuite, enfin, un échange avec les participants de questions-réponses, l'occasion de vous annoncer la façon dont on peut procéder. Donc, vous voyez sur votre écran qu'en bas à droite, il y a un onglet de chat où vous pouvez partager vos états d'âme et surtout vos questions d'un point de vue technique, et on essaiera, Antonella Gallione de Espace Environnement peut vous aider à résoudre vos difficultés, vos problèmes si vous en avez. Mais il y a aussi un onglet questions, et c'est sous cet onglet qu'on vous invite à poser vos questions en termes de contenu sur les présentations qui sont faites. Et donc nous avons la Maison d'urbanisme de Liège qui est au taquet pour suivre vos questions et qui les répercuteront tous ensemble à partir de ce moment-là. Et vers midi, normalement, nous pourrons alors conclure tout doucement ce webinaire avec les éléments de conclusion et de perspective par Bruno Bianchet et Bénédicte Dawans. Alors, je vais maintenant donner la parole aux différentes maisons de l'urbanisme pour les présentations qu'on vous a annoncées. Et donc, vous avez chacune la main pour faire cette présentation. Bonjour à tous. Donc, il me revient la difficile tâche de commencer et de parler en premier. Donc, juste préciser que cette première thématique, nouvelles pratiques commerçantes, est issue des résultats des rencontres, des interviews, des échanges menés par les 7 maisons de l'urbanisme de Wallonie. Et la thématique des nouvelles pratiques commerçantes ressort évidemment de façon transversale auprès des acteurs de terrain. Voici donc une synthèse de réflexions récurrentes, mais tout d'abord, il est important de préciser que nous parlons bien ici de commerce de proximité et non de grands ensembles commerciaux. Alors, pour commencer, les constats et les enjeux sont multiples, mais le mot est certainement évolution. Évolution des pratiques à la fois pour le client, pour le commerçant, mais également pour le commerce à proprement parler. Concernant les clients, on constate une modification des pratiques en lien notamment avec le pouvoir d'achat, la mobilité, la distance n'est plus un frein pour certains, alors que la proximité est indispensable pour d'autres. L'éthique, avec la volonté de faire des achats responsables ou de pouvoir bénéficier de filières circulaires. L'expérience client, qui attend un retour de l'ordre émotionnel, physique ou social,
lors de ces achats. Alors, pour le commerce, celui-ci subit également de nombreux changements qui se traduisent par l'évolution de la notion de vitrine en phase avec l'évolution sociétale. On a pointé notamment les implantations commerciales traditionnelles qui s'accrochent, essayent de se réinventer, et une place particulière est donnée au commerce de haut de gamme et au commerce de niche. On a pas mal d'exemples de mutations et de diversification, comme tout récemment la banque BNP Paribas qui lance une banque en librairie, ou les points de vente à la ferme qui deviennent parfois de véritables épiceries locales. On parle aussi d'hybridation des pratiques avec la vente de biens qui côtoie la proposition de services comme le lavoir ou coiffeur jumelé à un bar qui sert à boire. Tous ces exemples traduisent aussi une demande pour plus de flexibilité dans le temps et dans l'usage des cellules commerciales, mais on y reviendra. A contrario, la situation des marchés hebdomadaires n'est pas rose, pourtant considérée comme un atout pour une commune ou un centre urbain en termes d'animation, d'attractivité et de renforcement des liens sociaux. Beaucoup ont disparu lors du Covid ou à l'occasion de campagnes de travaux et ne sont pas revenus. La question posée est comment faire revenir les marchés ou comment toucher les nouveaux ambulants. Contacter des producteurs et les convaincre de venir sur un marché difficile face aux normes sanitaires et alors qu'ils peuvent maintenant vendre autrement. L'e-commerce, quant à lui, est en plein développement. Il est au centre des préoccupations en tant que phénomène aux pratiques multiples. Ce sujet est considéré comme vaste, complexe, relativement invisible et est perçu négativement comme un concurrent au commerce matériel. Et les commerçants dans tout ça? Les commerçants, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens et ils les aident à porter. Mais de nouveau, on en reparlera dans les recommandations et les actions. Alors, bien qu'il y ait plein de choses à dire là-dessus, nous allons laisser de côté le client pour nous concentrer sur les commerçants et sur leur commerce. Alors, au point de vue de l'évolution du travail des commerçants, nous avons parlé de nombreux défis qui les attendent face à ces nouvelles formes de commerce. On n'aura pas le temps de tout aborder, mais retenons 2 enjeux. Le premier, c'est la formation, et le second, c'est la communication. Les recommandations vont dans le sens d'une aide ou d'une offre de formation continue en lien avec les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Le deuxième point, la communication, est devenue un incontournable dans le métier de commerçant, mais ne doit pourtant pas les déborder. Diverses pistes pourraient permettre de les soulager. Afin de communiquer avec le client, on pense à la mutualisation des moyens marketing, le travail en réseau avec une coordination des acteurs autour de campagnes, le développement d'une communication omnicanale pour attirer les clients de l'extérieur, ou l'association de campagnes commerciales à des actions touristiques afin de mieux faire connaître le commerce en place. Les acteurs extérieurs peuvent également aider les commerçants à augmenter leurs compétences en la matière en proposant des formations ou en valorisant et en communiquant davantage sur les répertoires des producteurs locaux qu'ils ont réalisés et sur les bonnes pratiques alliant une mixité intelligente entre originalité de la qualité de l'offre. Ils peuvent également coordonner des événements proposant une expérience client inédite. Passons maintenant au commerce. Lors de nos échanges sur le commerce de proximité, 4 grandes catégories sont ressorties. Le commerce dit traditionnel, le commerce créateur de liens sociaux, le commerce ambulant et l'e-commerce. Concernant le commerce de proximité, dit traditionnel, les recommandations vont dans le sens de la flexibilité, avec une volonté de repenser le temps et l'espace Comme bien locatif, la possibilité d'avoir des baux commerciaux adaptables à de nouvelles formes, moins conventionnelles. Faciliter le principe de chronotopie en réfléchissant à l'espace en fonction du temps disponible et des usages possibles, tout en considérant les différents publics présents, comme une cour d'école qui devient un parking le week-end, ou des cellules inoccupées de petite taille qui servent à des animations, des loisirs ou des événements ponctuels. Le principe d'hybridation commerciale, où l'on faciliterait la variété et la complémentarité de l'offre, mixité service bien, notamment dans des cellules vides de grande taille où on pourrait intégrer plusieurs fonctions. Pour le commerce créateur de liens sociaux, on pense ici aux tiers-lieux à vocation commerciale, aux halles commerçantes, tous ces endroits où la pérennité économique va croiser d'autres intérêts tels que la création de liens sociaux. Outre le fait de soutenir ce type de projet, l'idée est également de travailler sur la plus-value offerte aux occupants dans ces espaces, à l'instar, à plus grande échelle bien sûr, du fonctionnement des centres commerciaux. Bien que le commerce ambulant ne soit pas vraiment une nouvelle pratique,
Nous la considérons ici comme pratique en réflexion ou en voie de renouveau. Différentes approches sont proposées pour faire bouger les lignes. En termes de gestion des marchés, les propositions vont dans le sens d'une professionnalisation du placeur public via les ADL pour les communes qui en ont ou par le recours à la mutualisation de l'engagement entre plusieurs communes. Une réflexion sur la gestion des charges et l'attribution des emplacements permettrait aussi de renforcer la viabilité de ces marchés. Leur promotion est bien entendu indispensable. Et pour les zones excentrées, à l'instar du projet Territoire zéro chômeur, l'idée serait de développer des infrastructures mobiles commerciales ou immobiles d'ailleurs, et de leur faciliter l'implantation temporaire dans des espaces prévus à cet effet. L'e-commerce, actuellement, il manque encore cruellement de données objectives pour pouvoir y travailler et accompagner le phénomène. Beaucoup d'intervenants nous ont parlé de l'importance de réaliser un cadastre, une identification, une typologie, une cartographie des commerces pratiquants, soit des distributeurs, soit des consignes ou toute autre trace contemporaine d'e-commerce, afin de comprendre et d'accompagner ces pratiques. Par ailleurs, l'empreinte numérique des commerçants est primordiale. Des opérateurs tels que l'ADL, l'IFAPME, le Forum, etc. proposent des formations ou des accompagnements. Beaucoup d'outils existent, mais une promotion encore plus proactive auprès des commerçants pourrait permettre qu'ils se les approprient. Je passe à ma dernière thématique, Nicolas. Enfin, la logistique est à prendre en compte. En milieu urbain, la livraison du dernier kilomètre reste un enjeu majeur, bien que les essais de livraison en mobilité douce ne semblent pas prendre. Il est impératif pourtant de poursuivre et de soutenir des projets pilotes allant dans ce sens. En milieu rural, la demande s'oriente vers un renforcement des initiatives ou des projets qui touchent l'organisation pratique et géographique de la distribution des produits locaux à travers le soutien de la logistique, des hubs centraux et des hubs secondaires. De nombreux projets vertueux incarnent cette nouvelle pratique commerciale axée sur la proximité et la durabilité, qui rassemble producteurs et consommateurs autour d'une vision commune. Promouvoir une production locale, écologique et de qualité, favorisant la santé, l'environnement et l'emploi local. Pour maximiser son impact, il était essentiel que les administrations soutiennent ce modèle en mettant à disposition des locaux pour le stockage et la répartition, ainsi que pour les points de retrait, et en assurent une communication active pour sensibiliser la population. En termes de mobilité, ou plutôt de multimodalité, offrir les conditions de confort nécessaires au mode doux, notamment, mais aussi réfléchir l'implantation des commerces en lien avec les pôles intermodaux est devenu un incontournable, y compris dans les pratiques commerçantes. En conclusion, nous pouvons dire que beaucoup de choses se jouent actuellement et qu'il est indispensable que l'on réfléchisse dès à présent à réinventer la place de nouvelles pratiques au sein de notre territoire. Et j'en finis là. Je vous remercie. Parfait. Un grand merci pour l'introduction. Donc, deuxième thématique qui va nous intéresser durant ce webinaire, c'est l'attractivité des lieux. Donc, notamment, donc qu'est-ce qu'on entend par attractivité? Donc la capacité qu'a un lieu, notamment une centralité, à d'une part à attirer, mais également à retenir des commerces, bien sûr des clients, mais également d'autres agents et ressources économiques. On peut donc se poser la question, quels facteurs vont venir influencer la potentielle attractivité d'une centralité? Grâce aux différentes activités qu'on a menées au sein de chaque maison de l'urbanisme, plusieurs facteurs ont pu être identifiés, qu'on a un peu regroupés en trois grandes catégories. Des facteurs liés au milieu, ici pour synthétiser et simplifier, on va parler de facteurs liés aux centralités, des facteurs liés aux pratiques commerciales et enfin des facteurs liés aux consommations, aux consommateurs, pardon. Et quelque chose d'important à retenir, c'est que ces différents facteurs et groupes de facteurs vont rentrer en synergie, vont s'entrecroiser. Et donc ça rappelle une fois de plus l'intérêt de cette discussion commune entre volet aménagement du territoire et volet développement commercial. Donc, concernant les facteurs liés aux centralités, on peut en identifier plusieurs, hein. La situation géographique d'une centralité va conduire à différents atouts ou opportunités pour développer son attractivité, hein. On a notamment l'accessibilité multimodale, la disponibilité en biens et en services, des facteurs liés au cadre naturel et patrimonial, encore l'offre culturelle, la vie sociale, et enfin, parallèlement à l'accessibilité, il y a la question de la
pureté et l'esthétique du lieu qui, en fait, dans un milieu urbanisé, va surtout être notamment lié à la qualité de l'espace rue, à la qualité architecturale du bâti, etc., etc. Donc on a plein d'exemples au sein de nos territoires qui permettent d'exemplifier un peu l'influence de ces différents facteurs. Ici, simplement, je vais prendre le cas des plus beaux villages, hein, des villages labellisés plus beaux villages, où on va voir qu'il y a une attractivité touristique qui est assez importante pour certaines, hein, notamment due à une accessibilité favorable, à des atouts, que ce soit liés au patrimoine, à la nature, à l'environnement ou également cadre esthétique, hein, avec le paysage. Donc, toute une série de facteurs qui vont renforcer favorablement en fait, l'attractivité de ces plus beaux villages. Mais il faut contrebalancer ça également au fait que, un enjeu commun à beaucoup de villages ou en tout cas de zones peu densément peuplées, c'est, l'enjeu de la diminution des petits commerces, notamment des anciennes épiceries de village qui périclitent, hein, dû à un manque de rentabilité ou également par un manque de reprise, hein, par, notamment les plus jeunes publics, par les plus jeunes, personnes. 2e type groupe de facteurs, ça va être des facteurs plutôt liés, donc comme je l'ai dit, aux pratiques commerciales, au commerce et aux commerçants. Bien sûr, un commerce va répondre à toute une série de besoins et va attirer des clients, mais au-delà de ça, on va voir qu'il y a des commerces qui vont offrir, une expérience, des produits originaux, des produits de qualité. Également, il faut noter qu'il y a un autre facteur d'attractivité, ça va être la création de dynamique, de dynamisme entre différents commerçants qui vont permettre de créer des synergies et des relations positives avec leurs clients, mais également avec d'autres opérateurs économiques qui se situent dans une centralité. On va prendre l'exemple ici de la rue des Guillemins, rue secondaire à Liège, hein, qui, bien sûr, son succès commercial est lié à sa situation favorable, mais également qui est grandement lié à l'aspect, dynamique, avec la création de dynamisme des commerçants indépendants, principalement liés au domaine alimentaire et donc là, vraiment le succès commercial de cette rue, exemplifie assez bien les relations entre facteurs liés aux centralités et facteurs liés aux pratiques commerciales. Un dernier facteur à prendre en compte, hein, est également lié aux vitrines, hein, qui va permettre l'attractivité notamment des rues commerçantes. Mais aujourd'hui, on va de plus en plus parler de vitrines virtuelles, hein. Aujourd'hui, de plus en plus de pratiques commerciales est liées au numérique et aux réseaux sociaux, et cetera, et cetera. Et donc, on va voir que, différents acteurs, dont les groupes d'action, les ADL, pardon, vont, développer des soutiens, des formations à cette promotion, cette communication via le numérique. Enfin, un troisième type de facteur lié aux consommateurs, hein. Effectivement, un commerce va être lié au comportement évolutif des consommateurs et lorsqu'on va demander aux différents consommateurs ou usagers d'un lieu d'expliquer de choisir un lieu coup de cœur pour leur shopping et les raisons, bien sûr, il y aura des raisons liées à la proximité, lieu de résidence ou lieu d'emploi. Il va y avoir également des recherches de lieux où l'offre commerciale est variée pour répondre à toute une série d'envies et de besoins de ces consommateurs, mais également on a d'autres facteurs plutôt, je veux dire, émotionnels, hein, qui plutôt liés à la familiarité au lieu ou encore à l'attachement au lieu. Donc toute une série de facteurs, hein, et un constat où il y a toute une série de facteurs qui vont en fait nous amener à une série de recommandations. 5 recommandations plus précisément ont été identifiées ici dans cette thématique-là. La première recommandation est liée en fait à la meilleure prise en compte des zones qui sont commercialement dynamiques, qui sont commercialement attractifs au sein des inventaires de centralité qui vont se faire à l'échelle, communale. Une deuxième recommandation est plutôt liée à l'aide à l'exploitation des cellules commerciales vides, hein, dont le nombre stagne, voire augmente dans certaines centralités qui manquent d'attractivité. Et donc par rapport à ça, on peut constater qu'il y a différents soutiens et donc il y a une question de comment on peut coordonner ces différents soutiens à l'échelle communale, provinciale et même régionale afin de pouvoir couvrir un large, territoire et en tout cas une large gamme de, situations et notamment des situations qu'on retrouve dans le milieu rural et dans certains de nos villages. Également, on va voir qu'est-ce qui gravite autour de ces aides? Différents porteurs de projets, notamment ceux que Marie a cités. Donc il y a la question de comment on va pouvoir également coordonner, ces aides avec un accompagnement de ces différents acteurs. Troisième recommandation est liée à l'attractivité, via, des activités récréatives, sportives, de loisirs, hein, notamment, la musique ou les activités, culturelles.
qui vont aujourd'hui augmenter en fait et améliorer favorablement l'attractivité de certains lieux. Et donc il y a toujours la question de la diversification, des activités, des festivals culturels, bah, selon le type de public, hein. C'est toujours se questionner de quel public on veut attirer, vis-à-vis de vis-à-vis de ces activités. Également, bah, à l'échelle communale, à l'échelle locale, bien sûr les commerçants, bien sûr les autorités communales ont un rôle à jouer dans l'attractivité des lieux, mais on va voir également qu'il y a d'autres types d'acteurs, hein, des centres culturels, des coopératives locales ou d'autres acteurs tels que des comités villageois qui peuvent jouer un rôle dans le renforcement de l'attractivité des lieux. Avant-dernière recommandation, bah, le rôle du jeune public et des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut constater? Beh, dans certaines villes belges ou même des villes étrangères, qu'il y a une appropriation de plus en plus importante de groupes de jeunes à travers des manifestations, spontanées qui permettent de créer des dynamiques, permettent de créer une vie sociale au sein, de ces centres, urbanisés. Et donc il y a la question de leur laisser plus de place physique au sein des villes, mais également plus de place au sein des débats, des réflexions autour du territoire. Également, bah, qu'on l'on aime ou pas les réseaux sociaux, on ne doit pas se cacher qu'ils jouent un rôle de plus en plus important dans l'attractivité des lieux et donc il y a la question de l'identification et de la mise en valeur de lieux, j'ai dit, on va écrire instagrammables, en gros des lieux qui ont un grand potentiel communicationnel, hein, notamment à travers les réseaux sociaux. Enfin, dernière recommandation liée au développement, touristique, bah, comme je l'ai dit, l'attractivité touristique peut conduire à des effets positifs, bah, notamment pour un village, mais ça peut conduire également à, entre guillemets, «des effets plutôt néfastes», hein, avec une monofonctionnalité de l'économie dans certains lieux, dans certains de nos villages, hein, avec par exemple ici le cas de Redus où parallèlement à une augmentation du nombre de gîtes et de l'horeca, ben, on a une réduction du nombre de librairies. Donc on a vraiment la nécessité aujourd'hui également de trouver un équilibre entre développement commercial et développement, lié au tourisme, horeca et gîtes. Donc voilà les 5 grandes recommandations et je vais passer ici la main à Aline pour, le cas de l'aménagement urbain. Bonjour. Pour ma part, je vais aborder les liens entre dynamique commerciale, aménagement des espaces et gestion urbaine. Tout d'abord, en image, un constat que chacun peut effectuer, celui de la place importante qu'occupe la fonction commerciale dans l'espace public. Ainsi, ces photos prises en Wallonie montrent que la place de la fonction commerciale dans l'espace public est multiforme. On voit des commerces localisés dans une rue piétonne ou non piétonne, dans une galerie, sur un marché ou dans un lieu de passage, comme par exemple ici cette friterie bien connue à Charleroi. Dans d'autres pays, dans d'autres continents, la constatation est la même. On peut trouver des marchés colorés dans une ville marocaine, une épicerie dans un petit bourg français, et aussi l'effervescente occupation des artères dans des grandes villes asiatiques. Tout cela témoigne du lien qu'on peut qualifier d'assez fusionnel entre commerce et espace public. Ainsi aussi, lorsqu'on regarde des peintures anciennes telles que les peintures de Bruegel, les scènes de rue qu'on y voit attestent aussi de l'existence de ce même lien. Cette dia reprend les principaux constats et enjeux qui nous ont été transmis lors de nos rencontres avec les différents acteurs interrogés dans nos différents territoires. Cités tout d'abord comme restant primordiaux, même si cela peut paraître sans grande originalité, il s'agit de la propreté et de la sécurité des lieux. Ce sont deux éléments clés de la dynamique commerciale pour l'ensemble des commerçants interrogés. Ensuite, et sans ordre de priorité, on peut citer l'accessibilité de tous et par tous les moyens de déplacement. Donc on parle bien ici de tous les moyens sans en privilégier certains par rapport à d'autres. Cela étant finalement fonction du lieu dans lequel on se trouve et dans la dynamique commerciale. Également, la présence de services et de fonctions diversifiées dans le linéaire commercial, ainsi que la multiplicité des usages offerts par l'espace public. Cela pour répondre aux attentes de différents publics.
Il y a aussi l'importance de l'attractivité des linéaires le long des artères commerciales. Ils doivent inciter à la flânerie, à la découverte, susciter l'émotion. Lorsqu'on rénove un espace public, il est aussi indispensable de tenir compte de la place des commerces. Il faut penser circulation sur les trottoirs, potentielles terrasses, etc. Enfin, il est important de s'intéresser au type de flux. Qui fréquente les lieux, dans quelles circonstances? Tout cela, c'est pour adapter au mieux les propositions commerciales et les aménagements offerts aux clients. En conclusion de ces constats, j'ai repris ici une phrase citée par un commerçant qui nous a dit que toutes les primes accordées aux commerçants et au commerce ne sont qu'un coup de pouce qui finalement ne sert à rien si l'attrait de la ville ne suit pas pour susciter l'envie d'y faire ses courses. Passons maintenant aux recommandations et aux actions. Celles-ci sont également issues de nos rencontres et sont présentées en deux catégories. Celles qui concernent la gestion urbaine et celles qui concernent la qualité des espaces publics offerts aux commerçants et à leurs clients. Tout d'abord, en matière de gestion urbaine, beaucoup nous ont dit qu'il était important d'évaluer les manques commerciaux dans les linéaires commerciaux pour attirer des types de commerces qui font défaut. Et donc, selon les spécificités des lieux, il faut surtout ne pas négliger les types de commerces, que ce soit des commerces de niche, des commerces de grande ancienne, des locomotives. Un certain nombre de commerçants nous ont aussi signalé qu'il serait bon de les consulter à ce sujet-là, puisque eux, finalement, connaissent assez bien les manques dans leur zone commerçante. Partout, la nécessité de soutenir les commerces de première nécessité. Partout, ça signifie aussi bien dans les grandes villes que dans les zones rurales excentrées. Donc, c'est-à-dire que finalement, tous les commerçants nous ont dit qu'il était important d'avoir des commerces de première nécessité. Il est aussi capital de préserver les fonctions de service offertes aux commerçants. En effet, la présence des services soutient la fonction commerciale de manière générale, et ceci étant d'autant plus indispensable lorsque l'on se trouve dans des petites entités commerciales qui ont une offre commerciale plus restreinte. Il est aussi important d'attirer d'autres types d'activités, comme des activités récréatives, de sport, de loisirs. Tout ça, bien entendu, en les intégrant correctement au voisinage des résidents et des autres commerçants. Gérer aussi l'accessibilité et la mobilité. Par exemple, dans les centres-villes importants, il faut déterminer des lieux de stationnement pour véhicules motorisés, les liaisonner par des navettes régulières aux zones commerçantes, prévoir des emplacements proches et sécurisés pour les cyclistes. Au-delà de ça, dans les zones plus rurales, il faut également prévoir des parcours piétons et cyclistes sécures, reliant au mieux les lieux excentrés au commerce de proximité. Pour terminer cette partie sur la gestion urbaine, un rappel concernant la demande d'assurer sécurité et propreté des lieux et sont attendus gestion, sensibilisation et verbalisation si nécessaire. En matière de qualité des espaces publics, les clients, du moins dans nos pays occidentaux, ce n'est pas forcément le cas, je dirais, dans d'autres pays, recherchant de plus en plus le plaisir à travers le shopping, c'est ce qu'on appelle l'expérience shopping, celle qui finalement est différente de ce à quoi on a accès quand on est sur Internet. Eh bien, il est nécessaire de veiller à offrir ce plaisir, et à travers différents éléments, la couleur, l'éclairage, la végétalisation, la sonorisation, la mise en place de jeux, de mise en scène artistique, la qualité du mobilier, la qualité des enseignes, la qualité des terrasses. Il est donc aussi important que ces parcours caractérisent le lieu, créent une réelle spécificité, une ambiance propre au lieu, et que cette ambiance soit mise en valeur dans l'aménagement.
Enfin, pour être un réel fil conducteur attractif, l'expérience offerte au client doit débuter dès qu'il quitte son moyen de transport, je dirais un peu en amont de la destination commerciale. Voilà, pour ma part, j'en ai terminé ici. Je vous remercie pour votre attention. La quatrième thématique que nous avions retenue, c'est la gestion immobilière. Alors, chacun sait que l'immobilier commercial est un paramètre extrêmement important, d'abord pour le commerçant, parce que c'est là qu'il va exercer son activité, mais surtout pour les collectivités, parce que la trame commerciale est un point de focalisation de l'organisation urbaine. Alors, première dia concerne les constats et les enjeux, et notamment donc les freins à une gestion optimale de l'immobilier. 6 points nous semblent essentiels. Beaucoup de localisations commerciales aujourd'hui sont héritées du passé et on doit faire avec alors que les flux et les organisations spatiales ont changé. Un certain nombre de cellules sont trop petites ou mal configurées pour le commerce d'aujourd'hui. Alors, il y a aussi des cellules qui ne conviennent pas dans les nouveaux projets immobiliers parce qu'on a fait le projet immobilier en mettant du rez-de-chaussée au commerce pour l'animer ou pour avoir des revenus, sans penser réellement aux vrais besoins du commerce. Alors, le revenu cadastral et les loyers sont peu adaptés à la situation actuelle. En effet, depuis 3 ou 4 ans, le chiffre d'affaires par mètre carré est en diminution. Or, les loyers, au contraire, augmentent souvent chaque année. Beaucoup de propriétaires sont très exigeants en matière de baux commerciaux et également de contraintes qui mettent à leurs locataires. Et enfin, il y a des cellules qui sont dans les mains de propriétaires, cellules vides, mais que le propriétaire ne veut pas remettre sur le marché parce qu'ils estiment qu'elles ont peut-être d'autres fonctions et en gros, il s'agit souvent de spéculation. Alors, nos recommandations, d'abord, avant de les faire, on voudrait dire 2 choses. C'est que les biens commerciaux sont des biens privés sur lesquels il est extrêmement difficile d'intervenir au niveau des pouvoirs publics. Deuxièmement, c'est que les situations sont bien sûr très différentes, on l'a vu à travers toutes les expériences des MU, selon les territoires, des grandes villes, des petites villes, des villes moyennes, mais aussi le milieu rural. Alors, pour nous, il y a 4 recommandations et actions. La première, je l'ai déjà vu poindre à travers notamment le premier exposé, réfléchir avant d'agir. Et en ce qui concerne les cellules vides, je crois d'abord qu'il faut un cadastre précis de ces cellules, un recensement des cellules, avec au moins 4 caractéristiques, leur localisation, leur état extérieur, leur état intérieur, et également leur situation. Sont-elles à louer? Sont-elles à vendre? Ou n'y a-t-il aucune information sur ces cellules? Alors, ce n'est pas tout de faire un relevé. La situation évolue sans cesse. Donc, il faut assurer la tenue à jour du relevé. Et pour ce faire, il y a la possibilité mais ce n'est pas toujours facile pour les communes, de créer un service spécifique en leur sein ou de demander aux ADL d'intervenir en cette matière. Mais toutes les communes, on l'a déjà dit tantôt, n'ont pas un ADL. Ensuite, il faut peut-être se questionner sur l'attitude des fameux propriétaires qui ne mettent pas leurs biens sur le marché, mais aussi peut-être pour les nouveaux promoteurs immobiliers, tenter de réfléchir avec eux à la meilleure organisation de leur rez-de-chaussée commercial. Deuxième point, accueillir ce qu'on fait d'habitude, de nouveaux commerces dans les cellules vides. Et là, tout de suite, attention, le commerce est une fonction qui est induite par la population. Elle ne se décrète pas. C'est pas parce qu'on veut du commerce qu'on aura du commerce. Et l'essentiel, et ça a été dit aussi 2 fois au préalable, c'est l'importance de l'attrait de la ville ou du quartier ou de la rue. Alors, si vraiment on va dans l'orientation accueillir des nouveaux commerces, il faut accompagner les commerçants, viser à leur formation, identifier leurs besoins spécifiques et tenter vraiment de ce qu'on pourrait appeler du sur-mesure. Et ça a déjà également été dit. Un accompagnement vraiment sur mesure est préférable finalement à des aides financières. Organiser un service spécifique pour l'accueil et l'accompagnement des nouveaux commerçants, on l'a évoqué tantôt. Faciliter le test des projets, ça peut se faire notamment à travers une maternité d'entreprise ou
par des locaux qu'on leur met à leur disposition avec des loyers extrêmement faibles pendant une période bien déterminée pour qu'ils puissent tester leur projet. Favoriser les réseaux des commerçants et faire en sorte que le nouveau y trouve progressivement sa place et qu'il ait des sortes de parrains ou marraines qui sont les anciens commerçants. Et bien entendu, orienter les nouveaux commerces vers les lieux les plus adéquats en visant toujours la complémentarité. Le troisième point de nos recommandations concerne les cellules vides qu'on réorienterait vers autre chose, principalement du logement, mais il faut aussi penser à de nouveaux services, ce qui est tout aussi efficace. C'est une opération qui est souvent difficile. On l'a vu notamment dans certains cas. Et de toute façon, il faut limiter cette conversion aux lieux où la fonction commerciale a des chances de ne pas subsister. Parce que si la fonction commerciale peut être reprise dans un alignement commercial, il ne faut surtout pas transformer les rez-de-chaussée commerciaux en logements, parce qu'alors ça fera du mitage et des interruptions dans les linéaires commerciaux. Et pour ce faire, il faut sans aucun doute développer des aides techniques, voire financières, pour accompagner les opérations, et certaines communes le font déjà relativement bien. Enfin, il faut mettre tout ça dans une stratégie globale, et le premier point de la stratégie doit être de délimiter des espaces prioritaires et ne pas avoir peur d'abandonner des lieux inadéquats au commerce, qui sont souvent donc les extrémités du péricentre ou des espaces secondaires. Une fois ces espaces délimités, il faut définir pour chacun les fonctions à privilégier, commerce, en précisant de quel commerce il s'agit, services, logement. Alors, 3, je n'ai pas encore entendu jusqu'à présent, donc taxer les cellules vides, je crois qu'il faut le faire, et il faut même, si possible, augmenter les taxes avec le temps. Certaines communes flamandes ou villes flamandes le font, par exemple Malines, et je pense que c'est une initiative tout à fait intéressante. Il faut repenser la fiscalité communale, les différentes taxes qui vont sur le dos des commerçants, voire peut-être les centimes additionnels. Alors, si on a des moyens, mais toutes les communes n'en ont pas malheureusement, c'est racheter certains immeubles clés et les démolir, les réaménager afin d'accueillir ou de favoriser soit du commerce, soit des services notamment. Et enfin, mais ça, Line François l'a dit dans son exposé précédent, il faut mettre en place une stratégie globale pour rendre au pôle son attractivité. Et cette stratégie globale, elle est multifonctionnelle, les espaces publics, la circulation, le parking, non seulement pour voitures, mais aussi pour vélos, qui devient de plus en plus important dans l'organisation spatiale, la mise en valeur du patrimoine, qui crée vraiment un cadre agréable dans lequel les clients vont pouvoir déambuler, la sécurité, la propreté, bien sûr, et dernier point, sans doute le plus important, attirer des habitants parce que c'est de la population que dépend le commerce. Voilà, je vous remercie. Je poursuis et on monte gentiment en technicité avec les outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme avec un premier élément par rapport à ça sur les constats, les enjeux, c'est les difficultés qui sont celles des auteurs de projets, des décideurs, dès lors qu'on réfléchit la question du commerce et les outils d'aménagement du territoire. Dans ces difficultés-là, premier élément, c'est les données pertinentes à pouvoir rassembler, pouvoir connaître quelles sont ces données, les comprendre, pouvoir aussi les restituer dans la situation existante et donc bien comprendre les tendances dans lesquelles on est quand on démarre cette étude. Lié à ça, évidemment, il y a la question des compétences spécifiques liées au commerce qui doivent encore s'acquérir, en tous les cas dans bien des équipes. Cette compétence, elle est quand même relativement nouvelle dans notre champ. Troisième élément au niveau des difficultés, c'est les logiques d'acteurs qui sont différentes. Effectivement, le commerce, c'est quand même un groupe très, très varié entre l'indépendant et les plus grosses structures. Et donc, on a aussi une structuration immobilière liée au commerce qui peut être vraiment très différente d'un lieu à l'autre. Et donc, ça fait partie des difficultés pour aborder la question du commerce d'emblée.
Il y a des limites aussi, et ça, on les a bien vues au mois de juin. La limite en termes au niveau des outils, c'est la portée des outils. Hein, 2 éléments clés par rapport à ces limites, c'est les permis d'urbanisme. Ils sont valables que pour une partie des commerces, hein, en dessous de 400 mètres carrés, au-delà de 400 mètres carrés ou de 200 mètres carrés. Et quid donc des commerces, et on sait qu'il y en a beaucoup qui sont en deçà de ce seuil. Deuxième élément fondamental en fait dans cette question, c'est le type de commerce, hein, et la question de la libre concurrence, la directive. Et donc le type de commerce, on n'a pas les mains libres par rapport à ce choix-là. Deuxième limite qui va nous intéresser quand on parle des outils d'aménagement du territoire, c'est l'argumentaire au niveau des refus. Sur quoi va-t-on baser cet argumentaire et comment va-t-on assurer cette sécurité juridique? C'est une question qui est fondamentale aujourd'hui. Troisième élément dans les limites, c'est les temporalités. On sait que quand on travaille une stratégie d'aménagement du territoire, on est sur du long terme et à côté de ça, face à ça, la volatilité de la fonction commerciale, c'est une fonction qui est extrêmement évolutive et rapide. Et puis, entre les deux, entre les difficultés et les limites, il y a la question vraiment des contextes. Et donc, si on est bien d'accord que le commerce est vraiment... Les difficultés, je vous ai déjà parlé de pas mal de choses. Les limites, j'arrivais au bout de cette dia avec cette idée que intensifier les centralités et le commerce, évidemment, c'est un lien qu'on va faire automatiquement, mais le commerce, c'est aussi une activité qu'on va réfléchir beaucoup plus largement sur notre territoire et notamment sur le milieu rural, le milieu diffus. Et donc, il faut pouvoir intégrer ces différents écosystèmes. Je vais y revenir. Par rapport à ça, on a des défis qui est vraiment pour l'aménagement du territoire et l'urbanisme, notre job, quelque part, par rapport à cette question du commerce, notre job, c'est de créer les conditions d'accueil, en fait, de ce commerce-là. C'est là où on va pouvoir intervenir. Et cette intervention, les interventions précédentes l'ont bien noté, c'est une approche multisectorielle. Il faut l'intégrer en tant que telle sur ce mode-là. Les politiques d'aménagement, l'animation économique, c'est 2 métiers quelque part différents qui doivent se croiser. Ensuite, on a des balises, hein, n'oublions pas, on l'a peu rappelé, on a des balises qui sont fixées par le SDT avec la question centrale qui est la question de la localisation, centralité, etc. Lié à ça, il y a la question de la taille qui est aussi déterminée dans ces balises, il y a la question du type de commerce au travers du type d'achat et des vocations commerciales. C'est des balises sur lesquelles on va s'appuyer. D'autres éléments assez déterminants aussi quand on travaille sur les outils, c'est les éléments de structure territoriales qui sont définies dans les SDT, CODT et le VADEMECOM sur les SDC, les centralités, les cœurs des axes commerçants, les périmètres d'identification commerciale ou encore les sites stratégiques à réhabiliter. Et donc ça fait partie des balises. Au niveau de stratégie, 2 éléments clés. En termes de territoire, l'intégration des logiques commerciales comme levier de structure spatiale, on est dans une logique win-win qu'on doit vraiment travailler en tant que tel. 3 éléments par rapport à ça. D'une part, 3 stratégies. On peut avoir une stratégie d'intensifier un commerce existant dans une centralité, par exemple. On peut avoir une stratégie qui va davantage être dans la reconversion ou dans l'absorption d'une zone commerciale en lisière, par exemple. Et donc, ces stratégies de structure territoriale, c'est vraiment le job du SDC de venir baliser ça. Deuxième élément en termes de stratégie, et on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment la compréhension des écosystèmes, dans l'écosystème commerce dans lequel on est. On peut avoir, et c'est souvent à ça la première chose auquel on pense, c'est qu'on travaille dans un ensemble commercial avec toute cette logique de locomotive commerciale qui va vraiment être déterminante pour penser la stratégie. Et puis, comme on l'a vu, il y a d'autres écosystèmes de commerce qui sont davantage sur des logiques de réseau, notamment en milieu rural. Et puis, il y a toute une série d'écosystèmes particuliers tels que les marchés. Alors, on a devant nous, hein, pour quand même aller de l'avant, une série d'opportunités. Réfléchir le commerce dans les outils d'aménagement, ça nous permet en fait de mettre en avant différentes opportunités. Et donc, comprendre les pratiques commerçantes, c'est comprendre comment la dynamique de centralité s'effectue en fait. C'est au travers de la connaissance des utilisateurs, l'identification des flux ou même encore la question des identités. Autre élément qui constitue une opportunité à nos yeux, c'est
c'est important, c'est plusieurs opérateurs nous l'ont dit lors des tables rondes, c'est d'avoir une vision territoriale et de l'asseoir en tant que telle et la traduire tant en termes de stratégie qu'en termes de décision. C'est un élément clé pour pouvoir négocier les projets. Et puis, il y a toute cette question du cercle vertueux. Le commerce nous amène vraiment à réfléchir cette interdépendance des politiques territoriales et de créer un cercle vertueux. On a parlé de l'importance des cheminements, on a parlé du facteur émotion, on a parlé aussi de l'ensemble des activités qui créent l'attractivité d'un territoire, résidentiel, tourisme, etc. Autre opportunité, c'est réfléchir la manière de construire, mettre en œuvre la mixité fonctionnelle sur nos territoires, de partager l'espace, de rendre réversibles les bâtiments. C'est une question de schéma, c'était aussi une question de guide communal d'urbanisme, parce qu'on va à un moment donné travailler sur les formes architecturales. Autre opportunité encore, c'est de mobiliser la connaissance, la créativité des gestionnaires locaux, ADL, etc. Ils ont aussi en fait une compétence particulière qui mérite vraiment d'être croisée avec les compétences de l'aménagement du territoire dites plus classiques. Et c'est un savoir-faire qui va se construire petit à petit en croisant ces différents domaines de compétences. Au niveau des conditions, parce que tout ça c'est très bien, mais pour pouvoir y arriver, il y a différents éléments qu'on va rappeler ici, différentes conditions. Un, l'analyse et le monitoring. Analyser, connaître le territoire en termes de commerce, c'est un premier élément, mais il va falloir suivre aussi cette évolution. Deuxième élément, c'est vraiment considérer cette interdépendance des fonctions, de considérer aussi l'interdépendance des flux et des ambiances. Autre condition, c'est les critères de décision qu'il va falloir préciser, qu'il va falloir valider. Et là, on sait que pour l'instant, on est dans un moment clé où ces différents, à la fois critères d'analyse et critères de décision sont en train de gentiment se mettre en place et s'affiner progressivement. Et puis, la complémentarité et la cohérence des outils d'aménagement du territoire entre eux, c'est déjà un premier élément, même s'il paraît évident, mais aussi avec les autres politiques et les autres polices administratives. La question de la gestion immobilière nous a annoncé ça. La souplesse des outils, eu égard aux différentes temporalités, autre condition importante, mais aussi toute la politique immobilière et foncière d'ailleurs qui peut être facilitante pour mettre en place des opérations leviers notamment. Et ça, les mesures d'aménagement d'un schéma de développement communal peuvent avancer des éléments par rapport à ça. Et enfin, dans les conditions, ça paraît presque évident, mais c'est pourtant majeur quand on est sur le terrain, c'est pouvoir avoir une information construite, partagée, à la fois sur des éléments techniques de complétude de dossier, par exemple, aussi sur la vision territoriale qu'une commune peut mettre en avant, mais également sur tout ce qui concerne l'animation commerciale. Et enfin, la participation des parties prenantes, parce que la question de l'acceptabilité sociale des projets de commerce existe aussi bel et bien, et il faut donc pouvoir s'attaquer à cette dimension-là également. Voilà, j'en ai fini avec cette petite présentation. Merci. Bonjour à tous. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. Très bien. Oui, ok, parfait. Donc, nous allons parler donc des acteurs de la gouvernance et du dialogue, donc au niveau commercial. On va tout d'abord parcourir les différents acteurs que nous pouvons rencontrer voilà, sur le terrain. Donc, on va d'abord rencontrer les organismes de gestion et d'accompagnement qui sont un petit peu différents donc en fonction des milieux dans lesquels on se retrouve. Au niveau des milieux ruraux, eh bien, on en a déjà parlé, les ADL, donc les agences de développement local, mais également on peut retrouver les GAL, donc les groupes d'action locale, qui peuvent aussi jouer des actions au niveau commercial. Pour les milieux urbains, par contre, là, on a de plus grandes structures, donc des agences de développement centre-ville et des associations management centre-ville. Donc il y en a d'autres évidemment, mais voilà, ça, ce sont les plus grosses qu'on peut retrouver sur nos entités.
Au niveau des seconds acteurs, on va retrouver les décideurs et les administrations. Donc on va avoir évidemment les mandataires politiques dans un premier lieu. Ensuite, nous aurons les services administratifs de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi que les CATU, qui ont une place également à jouer dans cette thématique, et également les CCATM, donc les commissions consultatives d'aménagement du territoire et de mobilité, pour lequel on y reviendra plus tard. Ensuite, troisième acteur, on a des acteurs donc de l'éducation à l'entrepreneuriat qui vont former, voire informer les différents intervenants. Donc on retrouvera entre autres l'IFA-PME, l'UCM, les intercommunales et les autres structures d'accompagnement à la création d'entreprises. Et pour terminer, on retrouve les acteurs de terrain qui sont vraiment au cœur, donc les commerçants, les coopératives locales, les indépendants, les comités de village. Enfin, il y en a encore beaucoup d'autres. Alors maintenant, nous allons passer au constat et enjeux. Alors sur le territoire, donc on a vraiment, pour réaliser ces constats, regardez donc ce qui se passait sur terrain. Donc, ce sont des constats qui ont été réalisés dans les centres, et on a réalisé évidemment on va dire une transversalité entre les maisons de l'urbanisme. Alors, on retrouve, on va dire, une synthèse de 8 constats. Donc, au niveau de la gestion commerciale, on considère qu'elle est insuffisante dans les milieux ruraux et les petites villes, par l'absence ou la faiblesse de structure qui est dédiée à la gestion commerciale, mais aussi un manque de ressources humaines qualifiées, de formation adaptée pour gérer cette thématique. Ensuite, on va retrouver également une qualification limitée au sein des administrations locales, donc peu de personnel formé pour traiter efficacement les questions liées au commerce. Ensuite, un troisième constat qu'on peut remarquer, une prise de conscience qui est limitée. Donc la gestion commerciale est encore perçue comme une question secondaire dans de nombreuses communes, alors qu'elle est stratégique pour les dynamismes économiques. Le constat suivant parle du dialogue et des coordinations qui sont insuffisantes. Communication limitée, non transversale ou inexistante entre les responsables communaux, commerçants, éducateurs à l'entrepreneuriat et organismes de gestion. Et donc, difficulté de coopération entre les acteurs économiques, associatifs et administratifs. Le constat suivant porte sur les complexités réglementaires. Donc, on est vraiment dans une période de changement. Les cadres liés aux implantations commerciales, les permis, CODT, SDT, sont souvent perçus comme assez complexes et donc manquent de clarté pour certains intervenants, évidemment. On retrouve au niveau du développement de l'e-commerce un développement qui est inégal. Donc, on a un essor qui est assez rapide. Les acteurs de terrain ne sont pas encore en phase, enfin pour tous, avec justement cet e-commerce, et accentue évidemment les disparités entre les générations et également parmi les commerçants. L'avant-dernier constat porte sur le manque de données fiables. Donc, on retrouve pas mal d'acteurs qui sont un petit peu perdus. Donc, absence de recensement de commerce existant et manque de statistiques actualisées freine évidemment une planification stratégique locale. Et le dernier constat, qui n'en est pas des moindres, ce sont les ADL, bien qu'importants pour stimuler les projets locaux, sont absentes dans de nombreuses communes. Donc ici, on constate 44 ADL qui sont répartis sur 66 communes. On parle de milieux ruraux qui ont vraiment besoin de ces structures afin de développer au mieux leur gestion commerciale. Alors, au niveau des enjeux, voilà, on en dénombre 3. Donc, renforcer la gestion commerciale locale en créant des structures efficaces pour soutenir le commerce. L'enjeu numéro 2, faciliter la communication entre les parties prenantes, donc réduire le fossé entre les différents acteurs. Et l'enjeu numéro 3, c'est optimaliser le rôle des ADL. Étendre leur présence pour renforcer la coordination locale est vraiment essentiel. En termes de recommandations et d'actions, on en a recensé
4. La première recommandation porte évidemment sur le rôle des ADL. On en a déjà parlé, mais c'est vraiment important. En tout cas, dans les milieux ruraux, c'est vraiment une clé très importante. Donc, pour ce faire, intégrer les ADL dans les élaborations et dans la révision des schémas de développement communaux et pluricommunaux. Encourager la création d'ADL ou de services similaires. Bon, on parle tout le temps d'ADL, mais il y a d'autres services qui peuvent être également intégrés au niveau communal. Donc, dans chaque administration ou regroupement d'administration de moins de 40 000 habitants, donc ça fait quand même beaucoup de communes. Et fournir des outils aux ADL pour collecter, actualiser et accéder facilement aux données statistiques chiffrées de leur territoire, via éventuellement des plateformes assez simples d'accès. La deuxième recommandation porte sur les aides aux ADL. Alors, sensibiliser les ADL, les aides aux CCATM, pardon. Oui, donc, sensibiliser les CCATM et les services communaux aux nouveautés et réformes en matière d'urbanisme, avec une attention particulière portée justement au nouveau volet implantation commerciale, et également créer un outil d'analyse qui serait dédié justement aux permis d'urbanisme commerciaux, d'aide à la lecture et à la prise de décision, aligné évidemment sur les balises du CODT et adapté au SDT. La troisième recommandation porte sur l'implication des administrations communales. Renforcer évidemment le dialogue entre les acteurs commerciaux et locaux via des réunions ou des créations de conseils spécifiques. On a des conseils des aînés, on a des conseils des enfants. Alors pourquoi pas des conseils d'indépendants et de commerçants. À l'heure actuelle, c'est essentiel. Uniformiser et renforcer la transparence des pratiques fiscales et, on l'a déjà dit, faciliter la création d'ADL ou de structures similaires au sein de chaque administration. Je vais en terminer donc par la dernière recommandation qui porte sur des interventions qui sont nécessaires au niveau régional, dédier des ressources financières pour permettre justement le recrutement de personnel qualifié dans chaque administration ou regroupement, adapter les dispositifs d'aide et de subsides pour mieux répondre aux besoins spécifiques des territoires et mettre en place une plateforme pour les communes garantissant l'accès facile et la mise à jour régulière des données statistiques fiables pour chaque commune. Voilà, donc je vous propose de reprendre maintenant nos travaux avec un tour d'horizon sur ce qui se fait ailleurs sur le territoire en Belgique, et donc on va commencer par un voyage en Flandre avec la présentation du professeur Beckers, qui est donc professeur de géographie économique et logistique urbaine au département transport et économie spatiale de l'université d'Anvers, qui mène des recherches sur la conception de réseaux économiques et de transport urbain durable dans le contexte de l'économie à la demande. Et donc, son intervention a pour objectif de donner la vision flamande du lien entre l'aménagement du territoire et le commerce, enjeux et stratégie. Monsieur Beckers, je vous donne la parole, vous avez la main pour faire défiler normalement les diapositives. Voilà, merci beaucoup. D'abord, je vais m'excuser parce que je vais continuer en néerlandais. Ça fait un peu de temps que je parlais en français, mais s'il y a des questions, je propose que vous le mettez dans le chat et je peux les répondre après si quelque chose n'est pas clair. Merci. Voilà. Dus, eerst en vooral dank u wel voor de mogelijkheid om hier te spreken. Ik denk dat wat ik tot nu toe heb gezien zeer gelijkaardig is aan de bevindingen die wij in Vlaanderen hebben geobserveerd in verschillende studies. Dus ik denk dat er heel wat overlap gaat zijn, maar dat is denk ik heel interessant, omdat de onderzoeken enerzijds gelijk lopen, maar anderzijds ook mogelijke oplossingen en handvaten aan beide kanten van de taalgrens eigenlijk lijken te werken of in dezelfde richting lijken te gaan. Ik ga de resultaten van 2 verschillende studies presenteren. In eerste instantie ga ik meer een macro-overzicht geven over de koopstromen, dus le flux d'achat.
En die komen eigenlijk van een studie van 2014. Dus die data is al een beetje ouder. En die resultaten zijn ondertussen gepubliceerd. Dus als jullie die code willen scannen, dan kunnen jullie aan de paper uitkomen waar de resultaten in staan. Maar ik ben ook altijd bereid om ze achteraf te delen, indien er iets in de toegang niet mogelijk is. Dus dat is het eerste deel. En dan ga ik in het tweede deel dieper ingaan op het microlevel. Dus dat is eigenlijk echt een heel aantal surveys dat wij hebben gedaan met verschillende Vlaamse steden en gemeenten over hun huidig kernversterkend beleid. Dus de lokale strategieën en acties die genomen worden. Dus dat is dan meer op het microlevel. Maar ik begin eerst in een hoger perspectief. Dus nu zien we hier de kaarten van de andere kant. En in eerste instantie dus de flux d'achat die over 3 verschillende types zijn onderverdeeld. Dus enerzijds de dagelijkse komstropen voor dagelijkse goederen. Dan hebben we de recurring shopping, dus die maandelijks, 2-maandelijks gebeurt. Dus niet echt een dagelijkse nood, bijvoorbeeld kleren of cetera. En dan hebben we de exceptionele goederen, rechtsonder. Dat zijn bijvoorbeeld de meubels die worden aangekocht, etc. Dus een keer per jaar of misschien iets minder frequent. Nu, wat is de opzet geweest van deze studie? Traditioneel, als er naar het winkellandschap gekeken wordt, dan worden eerst de grootste kernen afgebakend en dan wordt het verzorgingsgebied aan die kernen toegevoegd. Meestal op basis van de koopstroom. Wat wij hier eigenlijk wouden doen, wij wouden eigenlijk eens bottom-up, dus vanuit de stromen gaan kijken wat nu eigenlijk de Vlaamse kernen zijn en welke nog steeds relevant zijn en welke misschien voor bepaalde stromen minder relevant zijn. Dus op die manier gaan wij niet op voorhand definiëren van dit en dit zijn de belangrijke plaatsen, maar willen we eens testen of die plaatsen die we traditioneel kennen, of die nog altijd belangrijk zijn. En in eerste instantie hebben we hier op deze kaarten gewoon de stromen geplot. Dus eigenlijk in het lichtgrijs zie je dat er van overal naar overal stromen zijn. En dus dat wil zeggen dat mensen hebben aangeduid dat ze vanuit een bepaalde gemeente in een andere gemeente voor hun dagelijkse recurring of exceptionele of uitzonderlijke goederen gaan winkelen. Natuurlijk, de stromen die vaak voorkomen, die hebben we hier in het zwart aangeduid. En dan zie je die kernen eigenlijk al terugkomen. En zeker voor dagelijkse goederen is dat wat minder, omdat die stromen ook wat meer lokaal zitten. Zeker voor de recurring en die exceptional zien we al dat die stromen geconcentreerd zitten rond de grote steden en daarom dat die lijnen hier ook donkerder zijn. Nu, wat we hebben gedaan is eigenlijk een kwantitatieve netwerkanalyse. Dat heet een community detection. En wat die analyse doet, is die gaat de koopstromen gebruiken en die gaat onze spatial units, wat in dit geval de gemeenten zijn, die gaat die gemeenten samenvoegen op basis van de koopstroom. Dus gemeentes die sterk met elkaar verbonden zijn, die krijgen in dit geval dezelfde kleur. Gemeentes die minder sterk met elkaar verbonden zijn, en die worden dan in andere gemeentes, in andere communities of clusters samengevoegd. Nu, ik ga niet te diep in op de methodologie zelf. Die kunnen jullie zeker in de paper nalezen, indien daar interesse in is. Maar ik wil heel even inzoomen op de grote verschillen die we hier zien. Dus eigenlijk, als je zeker boven ten opzichte van beneden kijkt, dus dagelijks versus recurring en exceptional, dan zie je dat er veel meer communities of clusters in die bovenste kaart zijn. Dat is logisch, en dat wil zeggen dat de stromen zijn korter, je hebt een grotere samenhang tussen gemeenten die dicht bij elkaar liggen. En wat hier ook toont, en wat te verwachten is dat de koopstromen voornamelijk gaan tussen gemeentes die dicht bij elkaar liggen. En dus we zien die ruimtelijke cohesie zien we daarin terugkomen, omdat de clusters mooi eigenlijk één continu, en je hebt een mooie rode cluster, een gele, een groene en een andere groene, een blauwe, etc. Dus we zien eigenlijk heel veel verschillende kleine communities. Dat zijn de lokale verzorgingsgebieden. Als je dan naar onder kijkt, dan zien we dat die communities veel groter worden. En dat is logisch om kleren te gaan kopen of om meubels te gaan kopen. Dan gaan we eigenlijk veel verder weg gaan reizen. Dat is niet allemaal lokaal beschikbaar. Dus die verzorgingsgebieden zijn veel groter. Dat is traditioneel wat we ook bij Kristaller zagen. Nu, wat interessant is in dit geval, is eigenlijk dat er niet zoveel verschil is tussen die recurring en die exceptional goederen. Wat je normaal verwacht is dat die recurring toch op zijn minst een tussenlevel vormt tussen die twee. Maar wij zien eigenlijk dat dat tussenlevel een beetje aan het verdwijnen is. Dat komt natuurlijk door de ruimtelijke sprawl, door de versnippering van het landschap, dat we
winkels niet meer alleen in de centra hebben, maar op de baanwinkels, et cetera, het traditionele verhaal. Maar dat heeft dus eigenlijk een duidelijk gevolg, dat tussenniveau van steden, denk in Vlaanderen aan een Lier, steden als Eeklo is misschien nog iets kleiner, maar die tussenniveaus die zijn eigenlijk aan het verdwijnen. Die verliezen een beetje hun rol. Mensen gaan voor dagelijkse goederen, blijven ze lokaal, dat is wat we zien. Maar zodra het eigenlijk iets meer is, dan gaan ze al sneller naar een Antwerpen, een Gent, een Hasselt. Dus dat tussenniveau, dat wordt gemakkelijker overgeslagen. En wat we dan uiteindelijk kunnen doen, is we kunnen eigenlijk per gemeente hun rol binnen die verschillende communities gaan identificeren. En dan zien we eigenlijk hetzelfde verhaal wat ik daar juist vertelde, dat de grote en regionale steden wel nog een rol spelen voor de uitzonderlijke goederen en voor de recurring goods, en dan zeker ook voor die daily goods, en dat daar eigenlijk voor die daily goods nog een aantal steden, de kleinere steden en gemeenten, of de kleinere steden eigenlijk toch nog tevoorschijn komen, maar dat daar dat tussenniveau eigenlijk voor die recurring goods eigenlijk helemaal verdwenen is. En het is daar juist kreeg ik nog een mail van Locatus ook, met een update van de nieuwe passantentellingen. Dus Locatus, ik weet niet of jullie er allemaal mee bekend zijn, maar die houdt een inventaris bij eigenlijk van de retailoppervlakte enerzijds, maar doet ook passantentellingen. En die hebben nu eigenlijk een vergelijking gemaakt van het najaar 2024, dus nu, met het najaar 2019, juist voor COVID. En dan zien ze eigenlijk dat de passanten, dus het aantal passanten in de grote steden, gestegen is ten opzichte van 2019, maar dat het aantal passanten in de kleinere steden gedaald is ten opzichte van 2019. Dus dat bevestigt nog eens die trend dat dat tussenniveau eigenlijk gemakkelijk overgeslagen wordt tegenwoordig. Dat was op het macroniveau, heel kort door de bocht misschien, maar opnieuw, de bevindingen zijn eigenlijk allemaal uitgeschreven en die kunnen jullie vinden. In tweede instantie zijn we dan eigenlijk eens op het microniveau gaan kijken. En omdat er natuurlijk ook, we hebben de trend van de leegstand in Vlaanderen, die bij jullie ook zichtbaar is. En een initiatief dat uit zulke grafieken, uit zulke data gevolgd is eigenlijk het profploeg. Het profploegproject, dat was door minister Hilde Krevits nog opgestart, waarbij er eigenlijk voor steden en gemeenten een budget was voorzien om geholpen te worden door een groep van experts, waarbij bijvoorbeeld een real estate bedrijf zoals Quares zat, waarbij mobiliteitsconsultants zaten, een bedrijf dat werkt, Common Ground rond meer samenwerking en zichtbaarheid. Het is eigenlijk een heel diverse ploeg, waaronder ook wij als Universiteit Antwerpen, om eigenlijk de overkoepelende analyse te doen. Dus de minister had een budget eigenlijk voorzien per gemeente om een soort speed consultancy te geven. We hebben een intakegesprek, we hebben daarna een gesprek om te kijken van wat kan een stad en een gemeente, waar kunnen die naartoe gaan, hoe kunnen we die helpen, en dan maakten we meestal een aantal doelstellingen op. Eventueel werkten we wat dieper met een aantal interviews of een kleine actie op één van die topics. Maar voor het gegeven budget, je ziet het 10.000 gemiddeld ongeveer per gemeente, kon er niet veel gebeuren. Het is meer in kaart brengen wat is de huidige toestand en waar kan op gewerkt worden in de toekomst. Dus het project liep van 2021 tot 2023. We hadden eigenlijk 90 Vlaamse steden en gemeenten die hier dus gekleurd zijn op de kaart, die zich hadden ingeschreven. Het is dus een combinatie geweest van een aantal interviews, van een aantal samenwerkingen lokaal, van een aantal enquêtes die zijn ingevuld. Dus er is heel wat data wel verzameld. Nog heel even, tijdens het profploegproject is er eigenlijk gewerkt op verschillende topics, afhankelijk van de noden die steden en gemeenten hadden. Er zijn ook een aantal kernwijzers gepubliceerd. Dat zijn meer algemene richtlijnen dat een stad of gemeente kan doen indien ze willen werken rond identiteit, rond duurzame mobiliteit, rond leegstand, et cetera. Maar de belangrijkste topics die we tegenkwamen, die zijn er ook in het links aangeduid. En die kwamen eigenlijk ook terug in de presentaties die ik vandaag al heb gehoord. Het gaat over hoe kunnen we beleving of de experience in een stad of gemeente verhogen. Welke combinatie van verschillende diensten en activiteiten en winkels hebben we daar nodig. Het gaat ook over de beeldvorming. Hoe kunnen we een aangename ruimte creëren? Wat is de rol van een commercieel gebied in een stad?
Dat hebben we hier vandaag ook al gehoord. Het gaat over leegstandsbeleid. En ook elke een component die naar boven kwam, was het etnische entrepreneurship. Dus we hebben natuurlijk ook verschillende culturen die samenkomen in steden en gemeenten. En dat bleek vaak een moeilijk punt voor lokale overheden om daar op een goede manier mee om te gaan. Hoe kunnen we nu die verschillende culturen, maar anderzijds ook verschillende initiatieven en verschillende types mensen, etc. Hoe kunnen we die nu eigenlijk samenvoegen om daar meer uit te halen dan gewoon 1 en 1 naast elkaar, maar dat we van 1 en 1 3 kunnen maken. Dus dat zijn eigenlijk een aantal topics waar tijdens die 2 jaar op gewerkt is. En dan eigenlijk, wat ik hier nog kort ga presenteren, dan hebben wij als Universiteit Antwerpen achteraf eigenlijk nog een survey, eigenlijk tijdens en achteraf een survey afgenomen bij die verschillende steden en gemeenten, om te horen waar zij in het algemeen over werken. Dus niet specifiek op die profploeg, maar algemeen wat zijn de initiatieven die er lopende zijn of die er gebeuren om het commercieel hart, het commercieel centrum eigenlijk te gaan ondersteunen. En dan hebben wij eigenlijk die initiatieven verdeeld in 3 verschillende categorieën. We hebben enerzijds gekeken naar de verschillende acties die plaatsvinden, dat is meer kleinschalig. Dat kan in 1 keer, nu is er een evenement dat we organiseren. Dan hebben we daarnaast gekeken naar de samenwerking. En dat is vandaag, ik denk in de eerste presentatie, ook al aangehaald hoe belangrijk het is om verschillende stakeholders rond de tafel te brengen, en die communicatie, etc. Dus dan hebben we vooral gekeken hoeveel initiatieven zijn er om die de samenwerking eventueel stimuleren of waar samenwerking aan bod komt. En tot slot hebben we wat we hier noemen planning. Dat is meer de lange termijnvisie waar we naar hebben gepolst. In welke mate hebben steden en gemeenten eigenlijk een aantal plannen om op de lange termijn te werken. En de grafieken die we hier hebben die informatie getoond, gecategoriseerd volgens de uitrusting van de verschillende steden. Hè? Want we hebben eigenlijk 90 verschillende steden. Antwerpen stikt erin. Ik denk dat Hasselt er ook in stikt. Brugge bijvoorbeeld niet, maar er zijn een aantal grote en een aantal kleine steden en gemeenten die erin zitten. En wat het eigenlijk opviel, was dat het aantal lange termijn initiatieven zeer, zeer beperkt was. Dat het meer ad hoc acties waren om op een probleem snel bijvoorbeeld in te spelen of om met een beperkt budget toch iets in gang te krijgen. Dat is eigenlijk de grootste bevinding, dat er eigenlijk niet veel lange termijn plannen waren. Hier is even een kort overzicht van een aantal acties die we tegenkwamen. Dus acties die genomen worden enerzijds om lokale handelaars te ondersteunen, bijvoorbeeld via subsidies of te informeren. Ik zie dat de slides hier nog in het Nederlands staan, excuses daarvoor. Dus het gaat over subsidies in eerste instantie, informeren, faciliteren. Dat is enerzijds voor de lokale handelaars, maar anderzijds ook om externe handelaars aan te trekken naar de kern. En dat gaat dan in eerste instantie, in het eerste punt, is dat er bijna geen acties werden ondernomen. En hier staat geen, weinig, dus een gebrek aan kennis. Dus bleek dat er eigenlijk vanuit lokale steden en gemeenten een gebrek was aan kennis van hoe kunnen we nu externe handelaars naar ons krijgen. Wat kunnen we daaraan doen? Wat moet daarvoor gebeuren? En dan waren er een aantal andere acties die wel naar boven kwamen. En dan hebben wij eigenlijk hier voor de lange termijnvisie wel een aantal punten geïdentificeerd. Dus er zijn wel visies, maar de visie is meer van dit is waar we naartoe willen. Zonder dat dat vaak echt geformaliseerd is in een bepaald plan. Dus dat het gebrek eigenlijk aan een framework, wat dan ook wel belangrijk is om juridisch eigenlijk stappen te kunnen ondernemen achteraf. En dan hebben we hier, nog even, ik zie wat er gebeurd is. Ja. Dus een aantal punten die zijn aangehaald van waarom ontbreken eigenlijk die lange termijnplannen, hoe komt dat? En dat was in eerste instantie door een gebrek aan kennis en data, terwijl alle Vlaamse steden en gemeenten wel eigenlijk toegang hebben tot locatenzoek. Maar goed, je hebt wel die dataset, maar dan moet je nog altijd de tijd vinden om daarin te duiken en om die te analyseren en om daar iets mee te doen.
En dat was eigenlijk heel moeilijk. Een eerste punt. Een tweede punt dat was aangehaald is dat eigenlijk het visie en beleid, dus eigenlijk het politieke, dat een beetje, of niet per se dat die daar sterk achter stonden, dat er geen drang was van daaruit en dat daarom ook niet in gang werd gezet. En dan ten derde eigenlijk dat de financiële middelen vaak beperkt waren, dat er ook gewoon geen personeel was, zeker in die kleine steden en gemeenten, om nu eens rustig neer te zitten, een studie te doen, die op te schrijven en te formaliseren in een plan en op basis daarvan acties te kunnen nemen naar de toekomst toe. En dat was in het kort, denk ik, de belangrijkste bevindingen die wij hebben op grote en op meer microschaal. Opnieuw, ik ben hier heel kort doorgegaan. Ik denk het belangrijkste is dat er heel veel overlap is met wat jullie ook zien. Dus als er interesse is, dan zijn die documenten zeker bij ons te verkrijgen. En voilà, Nicolas, daarmee zou ik willen afronden. Parfait. Merci beaucoup, Joris. Donc voilà, je suis Ingrid Everhart et je fais partie de la cellule urbanisme-environnement de Hub Brussels, qui est l'agence bruxelloise pour l'entrepreneuriat, pardon. Pour resituer un petit peu l'agence, j'ai repris ici sur cette slide les missions de celle-ci, donc la promotion, la stimulation et le soutien à l'entrepreneuriat, la promotion du commerce extérieur et l'attraction des investissements étrangers, la veille et l'étude en appui du gouvernement, ainsi que Hub Brussels assure aussi le secrétariat et le fonctionnement du Conseil de coordination économique, qui est une plateforme d'échange d'informations économiques. Pour ma part, moi, je vais vous parler des aspects liés au commerce de la réglementation bruxelloise en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Je vais vous parler de planification, mais il est important de bien distinguer Hub Brussels de Perspective Brussels, qui est l'agence notamment en charge de l'élaboration d'outils de planification tels que le PRAS. Et alors, la deuxième partie de notre exposé sera effectuée par Juan Vasquez, qui lui va vous présenter un petit peu tout ce qui est le monitoring et le suivi de la fonction commerciale. Alors, je vais vous parler de planification et ensuite je vous parlerai du mécanisme du permis d'urbanisme. S'agissant de la planification, mais donc à Bruxelles, on a le plan régional d'affectation du sol, le PRAS, qui divise le territoire régional en différentes zones et détermine les affectations qui y sont autorisées. Il est en cours de révision, donc voilà. Le PRAS, il va distinguer le commerce, le grand commerce spécialisé qui vise les commerces de plus de 500 mètres carrés qui sont spécialisés dans un secteur et donc à l'exclusion du secteur alimentaire, ainsi que les commerces de gros. Et il va déterminer dans quelle zone ces différentes affectations sont autorisées et dans quelles limites. Et il va prévoir alors des seuils en mètres carrés par projet et par immeuble. De manière générale, donc les zones mixtes, les zones de forte mixité, d'entreprises en milieu urbain, administratives, ainsi que les zones d'industrie urbaine permettent d'accueillir les développements commerciaux de plus grande ampleur. Et à l'inverse, dans les zones d'habitation ou d'habitation à prédominance résidentielle, le commerce va être très limité. Et pour ce qui concerne les établissements commerciaux qui seraient déjà existants avant l'entrée en vigueur du PRAS, bien il y a un accroissement qui est possible en termes de surface. Je veux dire, dans une certaine mesure et moyennant le respect de certaines conditions, c'est ce qu'on appelle la clause de sauvegarde. Pour illustrer un petit peu ce mécanisme, j'ai repris j'ai pris l'exemple de la zone mixte prévue au PRAS, donc c'est la zone qu'on voit ici en orange foncé, et on voit qu'ils sont notamment admis les établissements commerciaux suivants, le commerce, le grand commerce spécialisé, le commerce de gros, et vous voyez qu'il y a chaque fois un seuil en mètres carrés par projet et par immeuble qui est prévu, avec toujours une possibilité aussi d'augmenter ces seuils moyennant le respect de certaines conditions. Le PRAS met aussi en place des liserés de noyaux commerciaux qui sont en fait des liserés qui viennent en surimpression des zones au PRAS et le long desquels les commerces vont être favorisés, c'est-à-dire que le seuil de commerce est plus important, mais notamment par rapport à la zone d'habitation ou à la zone d'habitation à prédominance résidentielle. Donc on voit ici que le seuil
prévu est de 1000 mètres carrés. Il y aura une possibilité aussi d'augmenter ce seuil moyennant le respect de certaines conditions. À côté du PRAS, on a les plans particuliers d'affectation du sol, donc les PPAS, qui sont des outils de planification qui sont élaborés à l'échelle communale et qui vont concerner un quartier ou un îlot. Alors, ils sont tenus de se conformer au plan qui leur est hiérarchiquement supérieur et donc le PRAS. Donc, ils ne peuvent que compléter ou préciser le PRAS sans pouvoir s'en écarter, mais donc dans la limite de leur conformité avec le PRAS, ils vont pouvoir contenir certaines prescriptions en matière de commerce également. J'en arrive donc au permis d'urbanisme, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit rappel par rapport à la matière des implantations commerciales, qui a d'abord été fédérale, donc avec la loi Cadenas et puis la loi EKEA. Et en 2014, la matière des implantations commerciales a été régionalisée et elle a été intégrée dans le COBAT. Un seul permis était alors requis et délivré en outre au regard de critères spécifiques, qui est les critères de la protection du consommateur, sécurité et salubrité des lieux, intégration dans l'environnement urbanistique et mobilité. Et donc pour les nouvelles implantations commerciales qui concernaient donc les commerces de détail ou de services à partir de 400 mètres carrés, mais aussi en cas de modification importante de l'activité commerciale, outre le fait que tout projet commercial était soumis à déclaration urbanistique. En 2017, on a une grosse réforme du COBAT et dans le cadre de cette réforme, eh bien, les spécificités liées aux implantations commerciales ont été supprimées, notamment parce que les termes utilisés étaient beaucoup trop peu clairs et posaient des difficultés pratiques, notamment les termes de modification importante ou de superficie, de surface, commerciale nette. Et il a été décidé qu'il serait sans doute plus facilement qu'il serait sans doute plus facile d'aboutir aux objectifs recherchés par la réglementation en matière d'implantation commerciale via la révision de l'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale qui concerne les changements d'utilisation dont je vais vous parler juste après. Maintenant que ce petit rappel est fait, donc j'aborde les permis d'urbanisme. Donc à Bruxelles, c'est le code bruxellois de l'aménagement du territoire, donc le COBAT, qui prévoit les cas dans lesquels un permis d'urbanisme est requis. Donc c'est l'article 98 et l'article 98 cinquièmement soumet à permis d'urbanisme le changement de destination et d'utilisation d'un bien. Qu'est-ce que la destination? La destination, c'est l'affectation prévue par le PRAS qui a été autorisée par permis d'urbanisme dans un bien. Donc, on a le commerce, le bureau, le logement, les activités productives, etc. Et lorsqu'on change la destination d'un bien de commerce vers activité productive ou de bureau vers commerce, un permis d'urbanisme sera toujours requis. Et qu'est-ce que maintenant l'utilisation? Eh bien, c'est au sein de la destination l'activité précise qui s'exerce dans les lieux. Donc, par exemple, pour la destination commerciale, on peut avoir toute une série d'utilisations commerciales différentes, un magasin de vêtements, snacks, cinéma, salon de coiffure, agence bancaire, etc. Donc, il s'agit d'autant d'utilisations commerciales différentes. Alors, toutes ces utilisations ne sont pas soumises à permis, heureusement. Seules sont celles qui sont listées dans un arrêté du gouvernement, donc on appelle l'arrêté qui détermine les changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme. C'est un arrêté qui a été adopté, qui a été adopté en 2002 et qui vient d'être modifié maintenant. Et donc le nouvel arrêté est entré en vigueur ici maintenant au 1er septembre 2024. Et en matière de commerce, cet arrêté va établir 8 rubriques de commerce qui vont être soumises à permis d'urbanisme en raison des nuisances que ces commerces sont susceptibles de générer sur le voisinage. Alors, je les passe vite en revue avec vous ici. Donc, on a les commerces du secteur de la restauration, commerce du secteur de la restauration rapide avec nuisances olfactives, commerce de nuit, commerce touristique, boîte de nuit, bar dansant, salle de fête, spectacle, concert, cinéma,
Luna Park, casino, agence de paris sportifs et autres commerces de jeux, salons lavoir et commerces liés au sexe. Sachant que les modifications intra-rubriques ne sont pas soumises à permis, seules le sont les modifications d'une rubrique à l'autre. Et alors, j'en termine avec un dernier cas qui est visé par cet arrêté changement d'utilisation. C'est le cas de la modification d'un commerce de biens vers un commerce de services lorsque ces commerces sont situés le long des liserés de noyaux commerciaux ou dans les galeries marquées d'un G. L'objectif étant de préserver l'attractivité des noyaux commerciaux qui est davantage permise via les commerces de biens, c'est-à-dire que les commerces de services réduisent l'attractivité des noyaux commerciaux. Et donc l'idée, c'était de pouvoir avoir un certain contrôle pour préserver l'attractivité de ces noyaux. Voilà, j'en ai fini et je passe la parole à Juan. Merci, Monsieur Libotte. Merci, Xavier Mariage, représentant de la Chambre des urbanistes, d'avoir répondu présent. En fait, j'ai simplement posé 2-3 questions assez presque évidentes, j'ai envie de dire. En tous les cas, ça vous permet, pour les quelques minutes qui nous sont données là, d'un peu donner votre son de cloche par rapport à ce qui se passe. Chez nous, les modifications législatives, elles sont en cours maintenant depuis quelques mois, et donc je vous ai posé tous les deux la même question. Et d'abord, je donnerai la parole à Monsieur Libotte, s'il est bien avec nous. Je ne le vois pas dans les vignettes, mais j'imagine qu'il est là. Je vérifie. La première question que je lui ai posée, c'est voilà, depuis que les nouvelles règles sont en cours, finalement, comment, d'après lui, ces dispositions en matière de commerce sont-elles reçues par les acteurs de l'aménagement du territoire, par les communes, entre autres, mais aussi les demandeurs, puisque en tant que fonctionnaire délégué, il est aussi en contact avec les demandeurs. Deuxième question qui est proposée ici, c'est comment peut-on résumer en quelques idées clés les ambitions du schéma de développement communal? C'est l'outil principal qui va nous intéresser ici, mais il y en a évidemment d'autres. Et s'il y a 2-3 conseils qu'on peut donner, là aujourd'hui, les communes vont se lancer, en tous les cas, bon nombre de communes vont se lancer dans l'exercice. Et donc, s'il y a 2-3 choses à retenir en ce 3 décembre, quelles seraient-ils? Et enfin, et c'est intimement lié, quels sont les défis majeurs qu'ils voient dans l'expérience qu'on peut avoir aujourd'hui, et peut-être les principales zones d'ombre à lever. Voilà, Monsieur Libotte, c'est à vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument. Ok. On vous entend, vous êtes monté sur scène. Ça n'a pas été une mince affaire. Du coup, j'ai plus essayé de monter sur scène que d'écouter les questions. Je suis bien désolé. Mais bon, voilà. Heureusement, j'ai mon petit pense-bête et ma mémoire sur papier. Donc, merci pour cette invitation déjà. À la première question, quelques mois après les modifications, où en est-on aujourd'hui? J'ai envie de dire à 2 niveaux, d'un côté pas très loin et de l'autre on avance. Pas très loin parce qu'aujourd'hui nous n'avons, en tout cas pour la province de Namur, toujours pas de demande de permis en cours. Donc ça veut dire qu'on a peu de recul par rapport aux problématiques que celle-ci pourrait générer en termes de décision, en termes de permis. Par contre, d'un autre côté, les réflexions par rapport à l'application du texte, effectivement, on se penche dessus et on se penche beaucoup dessus. Et je dois avouer que je n'ai pas nécessairement réponse à toutes les questions qui nous viennent en lisant ce texte. Pardon. Donc, à ce stade, on est en train de construire notre réflexion. Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on a déjà des tensions, principalement vis-à-vis des demandeurs, peu vis-à-vis des communes, il faut le reconnaître, parce que justement, pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment d'éléments sur lesquels nous appuyer pour avoir une discussion factuelle, mais pas mal vis-à-vis des demandeurs, notamment sur l'interprétation des faits générateurs d'un permis dans le cadre des transformations. Il faut reconnaître qu'entre la législation de 2015, qui avait une définition de ce qu'était le commerce, la législation Code été dernière mouture qui en a une autre, les autorisations qui ont été données sur base d'un texte différent, donc, eh bien, effectivement, à ce niveau-là, on a tendance à ne pas nécessairement être d'accord, eux poussant vers il ne faut pas de permis, et nous poussant vers ça mériterait quand même un permis, sachant que c'est à travers le permis qu'on parviendra à maîtriser plus ou moins la question du commerce, je dis bien plus ou moins, en région wallonne.
Et donc là, c'est un premier état des lieux. Le deuxième est peut-être que à ce stade, ça va toucher peut-être la question 2 en même temps, mais à ce stade, j'ai envie de dire, on essaiera d'éviter dans la mesure du possible des écarts par rapport aux éléments qu'on retrouve dans le schéma de développement du territoire sur ce qui est autorisable ou pas autorisable en termes de commerce suivant les localisations et la nature du commerce. Localisation, entendons-nous, il s'agit des centralités ici, et nature de commerce, c'est les fameux achats légers, alimentaires et lourds, les trois éléments qui ont structuré les types de commerce. Pourquoi on a un problème aujourd'hui en termes de commerce, et on a un problème qui va peut-être se résoudre à travers une interprétation qui viendra a posteriori, mais le problème est le suivant. Donc, en termes de faits générateurs, à partir du moment où vous autorisez plus de 15% d'une nature commerciale, disons du léger, alors que la majorité c'est du lourd, le commerce rentre dans le léger, dans sa totalité. Ce qui veut donc dire que derrière l'écart, puisque là il y a écart, bien finalement on a complètement modifié ce qui était dans les faits autorisables. Sachant que derrière, la modification de l'offre peut se faire pas à pas et sans permis. Ce qui voudrait dire qu'à partir du moment où vous autorisez un écart peut-être justifié, hein, ça je n'en discute pas, je n'en disconviens pas, il y a un risque derrière que le commerce évolue sans que finalement aucune autorité publique, enfin que ce soit surtout nous les communes, ne puissions à un moment donné dire « oh là, on est en train de complètement dériver, ça va poser un problème » par rapport aux objectifs qui sont poursuivis au niveau régional dans le schéma de développement de territoire. Donc ça, cette notion d'écart, pour nous, on s'en méfie parce que derrière, c'est pas en soi qu'un écart soit un problème, c'est que derrière l'écart, eh bien, dans les faits, c'est tout l'encadrement du commerce qui s'en va, disparaît. Bon, Xavier, si tu veux intervenir, je ne sais pas comment tu avais envisagé. Je réponds aux 3 questions ou bien... Ok. Alors, la deuxième question, de votre point de vue, comment peut-on résumer les ambitions du SDC et autres outils en matière de gestion de développement commercial? Alors, par rapport à ça, le SDC, dans les faits, si on prend le commerce, c'est un des faits générateurs de la centralité. Mais à travers les centralités, c'est aux options du schéma de développement du territoire qu'on touche. Et les options, c'est limiter l'étalement urbain, le développement socio-économique, bien entendu, la maîtrise de la mobilité et la gestion du cadre de vie. Et donc, quelque part, à travers les autorisations commerciales, c'est un peu à tout ça qu'on touche. Alors, on va revenir un instant sur les centralités et au travers des centralités, peut-être plus spécifiquement sur les cœurs et axes structurants. Aujourd'hui, donc, on a un schéma de développement du territoire qui a prévu une série de zones qu'on a intitulées centralités, qui ont 3 niveaux, urbaine, rurale et urbaine de pôle. Et suivant les cas de figure, on peut y autoriser ou non du commerce, et certains types de commerce. Enfin, autoriser, disons qu'il y a un encadrement. Je ne vais pas aller plus loin, ce n'est pas une autorisation automatique, il y a un encadrement avec des cas où on sera en écart, d'autres où on sera normalement dans les clous du schéma. Mais ce schéma, bien entendu, aujourd'hui, il a été développé sur base de d'un état des lieux du commerce, mais absolument pas une vision fine et locale de ce commerce. Et donc, pour moi, aujourd'hui, un des enjeux majeurs, c'est que les communes, à travers les schémas de développement communaux, qu'ils soient thématiques ou globaux, thématiques, ce serait déjà bien, on va dire ça comme ça, se saisissent de cette question pour l'affiner, histoire qu'on ne se loupe pas à ce niveau-là. C'est quand même un des 4 éléments qui vise finalement l'optimisation spatiale. Hein. Donc, c'est quand même assez fondamental à travers ces centralités et les cœurs.
et axes structurants. Donc aujourd'hui, on n'a pas cette vision des cœurs et axes structurants au niveau régional. On a des grandes tâches qui sont les centralités. Donc on va devoir, en l'état, s'appuyer sur les données que nous fourniront les demandeurs, mais également les retours que nous aurons du CESE, enfin quand leur avis sera requis, c'est au-dessus de 1000 m², c'est quand même pas tous les dossiers qui seront dans ce cadre-là, mais aussi et surtout sans doute des communes qui ont la connaissance la plus fine de leur territoire au niveau développement commercial. Mais donc, premier état, essayons de développer au plus tôt, au plus vite ces schémas de développement communaux, car on en aura besoin si on veut à un moment donné faire de l'aménagement qui soit plus, je vais dire, réaliste, enfin, ou en tout cas plus proche des réalités de terrain. Autre élément sur lequel je voulais aborder, c'est que aujourd'hui, bon, on a peu de demandes, mais s'il y a une chose à laquelle on tient à relever, c'est qu'il faut travailler en amont. Si on a des demandes de permis qui nous débarquent comme ça, c'est à coup sûr qu'on va avoir des problèmes. Donc travailler en amont, intégrer les différentes problématiques liées notamment à la localisation, à la mobilité, et aussi sur les incidences sur le commerce local. Et rencontrer les différents acteurs, que ce soit tant nous, bon, ben ça voilà, moi je suis là ici aujourd'hui, mais surtout les communes, parce qu'elles seront directement impactées. Et quand je dis les communes, là on peut remonter un étage plus haut par rapport au schéma de développement communaux, le commerce en général a des incidences qui sont largement supracommunales. Et donc cette question des incidences qu'a un ensemble commercial de plusieurs centaines de mètres carrés, ici on est au-dessus de 400, voire bien plus haut, eh bien ce sont des incidences qui déborderont largement la juste question de la commune concernée. Voilà, quelques éléments de réflexion à ce stade, et à toi Xavier. Merci. Ouais, je vais peut-être donner J'ai posé la même question, donc la dia suivante, si tu veux bien, Nicolas. Donc j'ai posé la même question en fait à Xavier, qui est représentant de la Chambre d'urbanisme, sur finalement comment ces nouvelles dispositions sont reçues, mais aussi pour les auteurs de projets représentés ici, quels sont les impératifs vraiment qu'il va falloir rencontrer. Et c'est même plus du futur, hein, c'est maintenant, on a des collèges depuis hier, donc c'est très très concret. Et puis la dernière question, c'est comment ça va? Entre crainte, espoir ou désespoir, accrochons-nous. Vas-y Xavier. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Édouard, je ne sais pas si tu as répondu d'ailleurs à tes craintes et espoirs, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ouais. En ce qui concerne justement les membres, hein, donc le volet commercial est vraiment, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui, dorénavant pleinement intégré dans le code été à l'échelle évidemment du territoire wallon. Des recommandations en ce qui concerne la localisation des commerces de détail sont formulées dans le SDT. Et pour nous, 2 modifications majeures concernent nos membres. Alors nos membres, c'est nous auteurs de projets. C'est vrai que je vais plus parler comme auteur de projet aussi, mais il y a aussi des spécialistes en aménagement du territoire à la région, dans les communes et diverses associations. Et donc, au niveau des demandes de permis, évidemment, ça pour nous, c'est une grande modification. On a même des représentants de la CAR qui sont maintenant qui traitent les permis en recours au volet, dans le cadre du volet commercial. Et d'ailleurs, il nous revient que sur les dossiers qu'ils traitent aujourd'hui, une grande partie concerne le commerce de périphérie. Et puis, vous savez très bien aussi que le SDT a mis en place toute des objectifs, et la région wallonne, pour qu'on puisse travailler d'une même manière à élaborer un vade-mecum. Donc aujourd'hui, nous, auteurs de projet, on est surtout en train d'assimiler ce vade-mecum qui est un peu notre mode d'emploi pour réfléchir au commerce dans les centralités et les différentes mesures aussi d'urbanisation qui sont élaborées dans le SDT. Alors, dans les échanges que nous avons avec les communes, puisque c'était la réponse à notre première question, je dirais que un acte que prennent certaines communes aujourd'hui, c'est de revoir le seuil des 400 mètres carrés à travers une décision communale pour le réduire à 200 mètres carrés, puisqu'elles se rendent compte que pour la plupart, en fonction des territoires qui sont très différents,
qu'on soit en milieu urbain ou en milieu rural, ce seuil est souhaité plus petit, donc à 200 mètres carrés. Puisque, rappelons-le, ça concerne la surface commerciale nette, soit la surface destinée à la vente et accessible au public. Ça, c'est pour la première réponse que je voulais aborder. Et puis, par rapport à la deuxième question qui concerne les impératifs à rencontrer pour mener l'élaboration du SDC, il faut revenir en fait au SDT. Donc, les enjeux du SDT donnent la portée du volet commercial dans l'élaboration des SDC. Et ils disent ceci: l'implantation des commerces de détail, en particulier ceux de plus de 400 mètres carrés, doivent convenir aux besoins de la population résidente et de passage, prendre en compte la démographie et le vieillissement. Ça doit prendre également en compte les centralités qui ont été définies. En quelque sorte, le SDT, il rend nécessaire la connaissance par les auteurs de projets et les communes de leur territoire, et c'est de manière multithématique et croisée. Nous n'avons pas le temps de faire un sondage dans le cadre du présent débat, mais si je posais la question aux personnes connectées dans ce webinaire, connaissez-vous les besoins de votre population résidente en matière de commerce, ou pourriez-vous m'indiquer la différence entre un commerce de détail décentralisant et polarisant? Je pense que nous serions surpris des réponses, car nous n'avons pas aujourd'hui une compréhension commune des différents aspects, et je pense que ça a été dit aussi dans les premières discussion de ce matin. Et donc, tous, nous savons faire la différence entre un logement, une chambre, deux chambres, un studio, un co-living, un cote, car nous connaissons en fait l'affectation résidentielle. En ce qui concerne le commerce, c'est différent. Nous allons devoir apprivoiser cette thématique et être certains de parler de la même chose, que l'on soit un élu, un CATU, un agent régional, une personne d'une ADT ou nous, plus spécifiquement, auteurs de projet. Et donc, pour faciliter tout ce travail, la région Wallonne a produit un vadémécum, et particulièrement la fiche 4 de ce dernier, qui est un peu les règles du jeu pour appliquer ce SDT. Alors, je poursuis mon raisonnement avec le principe de mise en œuvre, puisqu'il y en a un qui dit ceci: il faut favoriser la réaffectation de cellules commerciales vides, tout particulièrement dans les centralités. Ce principe nécessite de connaître les limites de ce qu'on appelait les nodules et qu'on va maintenant appeler les périmètres de densification commerciale. Ça a d'ailleurs été dit dans la présentation, et je salue moi le travail de Bruxelles là-dessus, parce qu'en fait, il y a, et je vais revenir là-dessus, des données très importantes. Si on prend un exemple de la rue Saint-Nicolas à Namur, de la rue Surlay en Outremeuse à Liège, de la chaussée impériale à Huy, ou de la rue de Namur à Wavre, qui étaient autrefois des linéaires commerciaux historiques d'entrée de ville, à partir de quel carrefour, quel bâtiment, nous décidons, nous auteurs de projets en coproduction avec les communes, d'arrêter et de limiter les périmètres de densification commerciale, pour concentrer la vitalité et surtout reconvertir peut-être d'autres espaces. Cela revient encore une fois à connaître l'état du commerce aujourd'hui et les besoins de demain. Cela nécessite donc des données et une analyse de celles-ci par des professionnels. Ces données nécessitent d'être actualisées dans le temps, tel un observatoire. Cette actualisation des données demande du temps et donc évidemment aussi de l'argent. Cela nécessite également des compétences à s'adjoindre dans le cadre de certains territoires plus complexes, et je pense évidemment au pôle urbain. Le volet majeur, le volet commercial dans les étés doit donc être le fruit de collaboration avec des professionnels dans ce secteur, et ils ne sont pas forcément nombreux. N'oublions pas les acteurs aussi invisibles du commerce, on en a aussi un peu parlé, à savoir les ADL, les gestions de centre-ville, les associations de commerçants, qui peuvent aussi être des ressources importantes. En fait, c'est donc l'affaire de tous, et c'est important de le saisir, et on doit aujourd'hui parler avec une compréhension commune des différents éléments. Donc ça, c'est peut-être plus pour nous les impératifs à rencontrer, c'est de parler avec une terminologie commune, parce que le vadémécom en apporte. Alors, je vais terminer entre crainte et espoir, comment se situent les auteurs de projets. Je pense que ce qui est important, c'est l'accès aux données et l'actualisation de celles-ci. On sait que les universités travaillent à ce sujet pour l'instant, et pour nous, c'est vraiment essentiel d'avoir ces données pour travailler et réaliser ces SDC qui vont prendre du temps. Et c'est vraiment notre volonté aussi au niveau de la CUB de faire en sorte que ceux-ci puissent être réalisés
de manière efficace et donc de prendre en compte les règles, en tout cas les éléments inscrits dans le Vademecum. Et je dirais notre espoir, il est peut-être plus terre à terre, mais il est surtout de permettre à un entrepreneur qui s'implante de s'implanter au bon endroit pour prospérer avec son commerce et aux communes de savoir ce qu'il faut encourager dans certaines zones de leur territoire. C'est un peu l'espoir aussi qu'au final, au niveau des permis, on puisse savoir ce qu'on peut faire et pas faire à travers la réalisation des SDC. Donc voilà, j'espère avoir répondu aussi à l'ensemble de ces questions. Merci. Merci, bonjour à tous. Effectivement, il nous revient de faire cet exercice toujours un peu délicat de synthèse. Il est clair que les différentes activités qui ont été menées par les maisons de l'urbanisme ont brassé énormément d'informations, que ce soit constats ou recommandations, qui concernent à la fois l'animation économique, la gouvernance des territoires. Et donc, je vais essayer ici, on va essayer de faire la synthèse des synthèses et on va effectivement reprendre les différentes dimensions qui ont été évoquées ce matin. Donc, la première était effectivement les nouvelles pratiques et de fait, le commerce, comme toute autre activité économique, d'ailleurs, évolue en permanence. C'est une activité en mutation avec une célérité de plus en plus grande au niveau des changements et ces évolutions, c'est essentiellement sous l'impulsion du comportement des consommateurs que nous sommes effectivement tous. Donc, le commerce s'adapte, il anticipe également, mais cela aboutit aussi à de nouvelles perspectives de plus-value pour les territoires, de plus-value sociétale. Effectivement, on en a cité toute une série sur lesquelles capitaliser. Seconde thématique, effectivement, la question de l'attractivité. De fait, les lieux commerçants témoignent de dynamiques très variables, très différentes. Certaines sont prospères, donc d'autres le sont un peu moins. Et donc, ça veut dire qu'il s'agit de mobiliser ces territoires avec des stratégies spécifiques différentes, notamment dans une perspective, ça a été abordé à différentes reprises, de mixité fonctionnelle plus grande. Troisième thématique qui ont été abordées, voilà, la question des aménagements, effectivement, commerce et espace public, c'est un vieux couple, ils sont intrinsèquement liés quelque part. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit d'agir conjointement sur les deux, afin à la fois d'améliorer la praticabilité commerciale dans toutes ses dimensions et aussi les aménités au niveau des espaces publics. Et finalement, l'idée, et ça a été évoqué à différentes reprises, c'est de travailler, comme on dit, sur l'expérience client, mais en dehors du magasin, bien avant le magasin. Quatrième thématique, c'est effectivement la question de la gestion immobilière. C'est clair qu'on est sur une trame immobilière, surtout dans les polarités et les centralités traditionnelles, qui est un héritage, elles sont héritées, et on le voit, et Johan l'a encore rappelé avec l'expérience bruxelloise, que cette trame n'est pas forcément adaptée au commerce d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on doit travailler, elle s'adapte parfois spontanément, mais ça veut dire qu'il y a un accompagnement, y compris dans la perspective de faciliter l'installation l'installation de nouveaux établissements, de nouveaux commerces. Thématique suivante, la question des outils, évidemment. C'est clair que, cette année-ci, on nous donne une perspective de nouveaux outils, de nouvelles approches, nouvelles opportunités aussi en matière de gouvernance. Mais c'est clair, et ça a été évoqué à de multiples reprises, encore il y a quelques minutes, ça veut dire qu'on va avoir besoin de ressources, de connaissances, et tout ça dans une perspective de vision transversale. Sans doute va-t-on devoir encore davantage quitter une approche par silo pour aller vers un regard croisé, intégrant à la fois territoire, commerce, mixité et bien d'autres activités, bien d'autres fonctions. Dernier point qui a été abordé, la question des acteurs, évidemment, c'est fondamental.
Et là aussi, il y a tout un travail qui va devoir s'engager pour effectivement tendre vers une gouvernance davantage intégrée, quels que soient les rôles et les prismes de chacun, en fonction du regard, à la fois sur l'activité commerciale, à la fois sur la gouvernance du territoire, et de promouvoir et d'optimaliser une gouvernance davantage intégrée. Il est clair que le commerce, comme bien dans d'autres choses, c'est d'abord et avant tout une question de relations humaines, évidemment, et que ça va nécessiter, bien sûr, toute une série de façons de travailler, de faire évoluer ces façons de travailler. Me revoilà pour la dia suivante, voilà, qui sera notre dernière dia, et on est plus ou moins dans les temps. Pour une mise en perspective, alors voilà, on a au travers de ces 6 thématiques abordé quand même les choses d'une façon très transversale, en amenant à la fois les dimensions économiques que suggère le commerce, bien évidemment, mais aussi toutes les dimensions du territoire de manière large. Alors 2-3 éléments clés, enfin il y en aura évidemment beaucoup plus, mais 2-3 éléments clés que j'aimais quand même bien rappeler, c'est que n'oublions pas que la commerce est une fonction induite, et donc elle est vraiment interdépendante de tout le reste, et donc il faut vraiment travailler tout cet écosystème finalement du territoire. Deuxième élément, et nos intervenants l'ont bien rappelé, c'est la portée limitée des outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme. On pourra faire une série de choses, mais on ne pourra pas tout régler au travers des permis. Et donc toute l'importance vraiment de travailler cette vision du territoire qui reste le point fondamental et finalement l'élément clé des discussions et des négociations. Donc voilà, il faut donc vraiment convoquer les différentes politiques du territoire. Autre élément qui me paraît important, et je trouve que c'est plutôt enthousiasmant, c'est de se dire que quand on regarde le commerce, quand on comprend comment il fonctionne, en fait, ça nous amène plein d'enseignements sur comment faire des centralités désirables. Si le commerce fonctionne, c'est parce qu'on a su créer ces conditions-là. Et donc, ça nous apprend beaucoup plus largement sur la manière de transformer, de dynamiser nos centralités. Et puis, les leviers d'action pour une dynamique commerciale en centralité sont de diverses natures, ne l'oublions pas. Et donc, ça requiert une mobilisation d'un réseau d'acteurs, une interconnaissance, et donc toute la question des données existantes aujourd'hui et comment on va les faire évoluer. Donc, je ne peux que taper sur le clou par rapport à cette importance du monitoring. Et puis, l'autre élément clé, et ça, c'est notre casquette en tant que maison d'urbanisme, c'est de travailler sur cette information, de travailler cette mise en débat, et on voit bien que tout n'est pas encore réglé, loin de là, et c'est ensemble qu'on va pouvoir avancer et partager les choses. Donc dernière dia, si on veut bien, voilà. Et donc pour vous annoncer que nous on va continuer à travailler sur ces sujets-là avec en 2025 une action générale des maisons de l'urbanisme sur la question de l'opérationnalisation de SDT via les SDC, et donc on a déjà bien la main dedans, j'ai envie de dire, avec ce travail sur le commerce, mais on sera amené en 2025 à dézoomer quelque part ou intégrer d'autres dimensions en revenant sur la lutte contre l'artificialisation des sols, l'étalement urbain, le fondement du SDT, et donc les effets du SDT sur toutes ces notions. Xavier, tu l'as très bien rappelé, sur l'importance de comprendre en fait ce qu'il y a derrière ces mots-là, de le comprendre entre professionnels, mais de le comprendre aussi avec les CCATM, avec les citoyens d'une manière générale. Et donc informer, comprendre, débattre, partager et accompagner, puisqu'on a des nouveaux collèges en place, enfin des nouveaux conseils communaux en place depuis hier. C'est aussi notre rôle de pouvoir les accompagner dans ce travail d'information et d'interconnaissance et de partage finalement.